Bonjour à vous qui êtes déjà en ligne, vous qui serez en ligne après, bonjour à vos familles, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes en ce moment. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. C'est le dernier live du mois de janvier. Je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire qui nous prendra encore quelques heures. On parlera aujourd'hui de quelques questions d'actualité, évidemment, comme je sais le faire toujours. Et puis, on parlera d'un gros dossier, le port autonome de Lomé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a autant de détournements, autant de gabegies, autant d'argent perdu au port autonome de Lomé? Pourquoi il n'y a pas de comptabilité fiable au port autonome de Lomé? On va décortiquer tout à l'heure une série d'audits du port autonome de Lomé. Et puis, après, je pourrais... En tout cas, on parlera des parties essentielles de ces audits-là pour que vous-même, vous voyez comment les biens publics sont gérés au Togo. Et puis après, je mettrai ces documents à la disposition du public pour ceux qui voudront les avoir. C'est le travail de journaliste. Une fois que vous avez les documents, vous finissez de les exploiter, vous pouvez les mettre à la disposition du public pour que chacun puisse apprécier la gestion qui est faite de notre pays par Fonia Singbe, le super diplômé de l'université de Washington. Voilà. Et donc, soyez vraiment les bienvenus. Je voudrais commencer ce live en ayant une pensée en saluant nos frères de M66 qui ont repris du service hier. Nous avons vu hier leur retour en force. Ils ont fait un live phénoménal qui a mobilisé plus de 36 000 personnes en direct hier. Je salue Togo VPC, salut chef, je salue Kodjo Toguin, je salue Mokonzi, je salue Saga. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Togo, votre engagement, votre résistance, votre cohésion et votre capacité à trouver les mots justes pour parler au peuple togolais. Le live d'hier l'a prouvé aussi que le peuple togolais est très attentif à tout ce que vous êtes en train de faire. Nous vous disons merci pour vos engagements. Nous sommes de cœur avec vous. Et je tiens à saluer véritablement votre retour après ce moment de pause et du live que vous avez fait hier avec... votre invité, M. Steve Rouillard. On peut en tirer quelques leçons rapidement. Quand moi j'ai fini de suivre le live hier, j'ai compris bon, il y avait des choses qu'on savait, mais il y a des choses qui ont été encore beaucoup plus précisées par votre invité. D'abord, le fait qu'au Togo, la justice, c'est Fonia Singbe. C'est Fonia Singbe qui décide de tout au Togo. Les juges au Togo, les procureurs, les juges du parquet, les juges de siège et tout ça, pour les affaires sensibles, les affaires qu'on appelle au Togo les affaires sensibles, notamment les affaires politiques, les questions d'argent, les problèmes de succession et un certain nombre de dossiers sensibles, c'est fort lui-même, les conflits entre les sociétés d'État et des individus ou des sociétés partenaires, c'est fort même qui délégue de la justice. Et M. Steve Rouillard l'a dit hier, que c'est lui que tous ces juges-là sont des pantins. Je crois l'avoir dit plusieurs fois ici, que c'est fort qui dit tout ça. Et M. Steve Rouillard nous a aussi appris hier que le SCRIC est plus puissant même que le procureur. Je l'ai dit aussi, que le procureur tremble devant le SCRIC, alors qu'en réalité, le SCRIC est placé sous l'autorité du procureur, parce que ceux qui sont SCRIC, ce sont des officiers de police judiciaire. Leur premier patron, c'est le procureur. Et il se fait que le procureur, qui est le premier patron du SCRIC, a peur des OPJ qui sont SCRIC et qui se permettent tout et n'importe quoi. Vous avez suivi hier toute l'histoire des tortures. Comment est-ce qu'on torture les gens au SCRIC? Je ne parle pas encore de l'ANR, on parle du SCRIC. Comment on torture les gens au SCRIC? Les vieux, les jeunes, les filles, dans toutes sortes d'affaires, même quand c'est des affaires privées, on torture les gens au SCRIC. Et vous avez entendu hier ce témoignage assez poignant de Steve Rouillard, comment on mettait les gens dans les salles, on les mettait sur des instruments de torture, on les torturait, on tapait la plante de leurs pieds, on les fouettait par le dos, on utilise toutes sortes d'instruments de torture. C'est vraiment révoltant pour un pays comme le Togo. Et tout ça se fait sous la supervision de Singbe, puisque M. Steve Rouillard nous a appris hier que Fort est venu au SCRIC. Il est venu au SCRIC en fin d'année pour souhaiter les vœux aux agents de SCRIC. Ça veut dire qu'il est venu les encourager dans leur basse besogne de torture et de violation des droits humains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens qui sont au SCRIC, ils se sentent vraiment forts pour défier, par exemple, le procureur. Et voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, le SCRIC est devenu une agence de recouvrement des créances pour les banques. Et ça, c'est aussi une anomalie terrible dans une république. Le SCRIC est devenu une agence de recouvrement des créances des banques. Et donc, l'UTB, d'autres banques, ils prennent des dossiers de créances de leurs clients, ils donnent au SCRIC. Les officiers qui sont SCRIC, ils vont arrêter les gens, ils les amènent au SCRIC, ils les soumettent à des procédures à la limite de la torture pour que les gens puissent remettre leurs biens ou aller chercher l'argent pour venir déposer au SCRIC. On dépose l'argent au SCRIC et la banque vient chercher l'argent au SCRIC moyennant une commission pour les agents de SCRIC. Voilà tous les indicateurs d'un État voyou, d'un État où la pratique, c'est les pratiques de bandits. Et voilà ce qui se passe au Togo sous la supervision de Fonia Singbe, puisque si vous regardez l'a dit hier, Fonia Singbe vient au SCRIC, il vient faire quoi au SCRIC alors que le SCRIC a été toujours dénoncé. Ça veut dire que c'est lui qui les encourage à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et on imagine ce qu'il fait aussi du côté de l'ANR. Voilà quelques aspects. Il y a aussi toute la démarche qu'il a eu à faire du côté de la France pour obtenir l'extradition de certains individus comme nous, parce qu'ils ont transmis une liste de 8 personnes. Je l'avais dit aussi dans un live, quand Adjouvi, Afan Bedi faisaient leur zigoto ici, tout ça. Effectivement, ils ont introduit des listes pour que la France puisse renvoyer certaines personnes vers le Togo. Et quand Adjouvi est devenu ministre, il est revenu en tant que ministre maintenant pour parler avec son collègue français, mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans la balance selon les révélations d'hier? Fort a dit, voilà, vous nous remettez les activistes et nous, on achète des armes. On va acheter des armes chez la France, et donc vous nous vendez les armes, et à la livraison des armes, vous nous livrez en même temps les Sakabambo, les Ferdinand, les Mokonzi et toute la bande de ceux qu'ils cherchaient. Et ça, ils oublient que bon, ils sont venus faire cette demande dans un pays où la justice est indépendante, et donc naturellement, on leur a dit que ce n'est pas possible. Il semble qu'il s'est fâché, il a quitté la table de discussion, Macron l'a suivi. On a tout suivi hier, tout ce qui se passe. J'aimerais juste interpeller la conscience
de tous ces officiers, sous-officiers et agents qui travaillent au SCRIC. Tout ce que vous faites aujourd'hui comme acte de torture, ça va vous rattraper. Tout ce que vous posez aujourd'hui comme acte de torture sur des Togolais que vous arrêtez au SCRIC, à l'ANR, ça va vous rattraper. Même à 80 ans, si vous êtes vivant, vous serez jugé. Vous serez jugé. Soyez certains. Parce que la torture est imprescriptible. Les témoins sont là. J'ai une photo d'un gars que je n'ai jamais publié, comme envoyé, que le fameux capitaine Mbalé a torturé jusqu'à mort. Dans une affaire privée. Ça n'a rien à voir avec la politique. Le gars est rentré au SCRIC, il est sorti mort dans une affaire privée. Il a été torturé. Donc, il y a des dossiers qui sont compilés. Il y a des documentations. Il y a des témoignages qui sont là. Vous serez rattrapé par les actes que vous posez dans les gendarmeries, au SCRIC, à l'AN. Vous serez rattrapé. Et Adjouvi, tu es ministre de la Justice au Togo. Tu as aussi la nationalité française. Et puis tu es avocat. Tu connais les implications. Quand on torture des citoyens qui ont la double nationalité, je donne un exemple, qui sont européens, américains ou canadiens, ça va te rattraper en tant que ministre de la Justice. Continuez pas à fermer les yeux sur toutes les horreurs qui se passent au SCRIC. Vous allez en payer le prix quand Ford va tomber du pouvoir. Et Ford tombera du pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, il va quitter le pouvoir. Et vous allez en payer le prix. Toi, Adjouvi, tu as la nationalité française. Quand le Togo changera et que tu reviendras en France pour vivre tranquillement avec ta famille, c'est en ce moment qu'on te sortira les dossiers de torture. Parce que tu es le ministre de la Justice. Et les services, les OPJ, travaillent sous l'autorité du procureur, donc du parquet, et le parquet est sous ton autorité. Le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc, continuez pas à encourager les tortures dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats de police, et torturez les gens comme vous voulez. Ça va vous rattraper. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va vous rattraper. Prenez ça comme de la blague aujourd'hui, mais demain, vous serez devant les tribunaux. Et toi, Adjouvi, tu es avocat. Et tu connais les implications. D'ailleurs, il y a une bataille qui va commencer bientôt. Vous avez torturé un citoyen européen, vous l'avez torturé pendant des années. Aujourd'hui, il y a une bataille qui va s'ouvrir bientôt. Et on va voir ce que ça va vous donner comme résultat. En commençant par Faure Gnassingbé, les magistrats qui sont impliqués dans cette affaire, qui sont restés silencieux, le procureur général, le procureur de la République, le doyen des juges, tous ceux qui ont fermé les yeux sur l'enfer que ce compatriote a vécu dans les prisons togolaises, avec toutes les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO que vous avez refusé d'appliquer. Ça va vous rattraper bientôt, parce que ça va être très chaud. Vous venez en Europe, non? Vous allez au Canada, non? Vous venez aux États-Unis. Ça va être très chaud bientôt, parce que c'est une question de torture d'un citoyen pendant au moins 7 ans. Vous allez voir ce que ça va donner bientôt. Donc, je voulais, ce sont les quelques leçons que j'ai tirées rapidement et dire merci à Steve Rouillard qui nous a fait les révélations de toutes les marchandages qu'il y a eu entre la France et Faure Gnassingbé au sujet des activistes et des gens comme nous et de la contrepartie que Faure a exigé du côté de la France, que la France a refusé. Et puis ensuite, il nous a aussi révélé que Claudicia, c'est un chargé de communication de Faure Gnassingbé. Je vous l'avais toujours dit que Claudicia travaillait pour Faure Gnassingbé. Steve Rouillard nous l'a dit hier, que Claudicia, c'est un de ses compatriotes guadeloupéens. Il est chargé de communication de Faure Gnassingbé. Il travaille pour Faure Gnassingbé. Et c'est lui qui a été d'ailleurs même l'intermédiaire au niveau des discussions pour qu'il soit aussi libéré. Et donc, tous ces éléments-là, il faut que vous les ayez en tête pour savoir comment est-ce que vous abordez le régime togolais. Donc, je tiens à féliciter tous nos frères du M66 qui ont fait ce live vraiment phénoménal hier et qui nous ont montré qu'ils sont toujours dans la détermination. Le groupe est toujours resté cohérent et que c'est ce groupe-là, entre autres, qui fait énormément peur à Faure Gnassingbé, qui donne des soucis à Faure Gnassingbé. Sinon, lui-même ne viendrait pas directement en France, Faure Gnassingbé, pour demander qu'on lui livre les responsables de M66 qui sont sur le territoire français. Ça veut dire que le M66 est aujourd'hui l'organisation qui met beaucoup de pression sur le régime et nos frères sont à féliciter, ils sont à soutenir pour tout le travail qu'ils sont en train de faire. Salut à vous, Togovi PC, Zagabambo, Kodjovi Toguin et Mokonzi, plus les autres que je n'ai pas cités, les Picasso et tout ça. Félicitations à vous pour votre détermination, le travail que vous êtes en train de faire pour le peuple togolais. Je pense que le peuple ça se souviendra au moment venu et merci à vous pour toute votre disponibilité à travailler avec toutes les organisations. Donc, je voulais vraiment débuter ce live par ce point d'honneur à nos frères du M66 qui font énormément de boulot et qui sont déterminés à conduire cette bataille-là. Merci à la technique. Alors, le dimanche dernier, j'ai parlé du chef canton, d'un chef de village de Balavé, dont le corps a été saisi dans une clinique et déposé dans une morgue à Dr Kalafia. Donc, le lundi, après le live, les cadres du Cloto, avec à leur tête le ministre Kokoroko, ont fait des démarches pour aller récupérer le corps de ce chef-là. Je ne sais pas certainement qu'ils ont réglé la facture, mais ils ont récupéré le corps du chef de Balavé, qui sont partis déposer à la morgue de Palimé en vue de préparer ses obsèques. Donc, le corps a été récupéré par les autorités de Palimé avec en tête le ministre Kokoroko. J'ai oublié un point sur lequel je reviens. Je tiens à avoir une pensée pour nos frères qui sont encore en prison. Donc, Jean-Paul Omolou, dont Steve Rouillard a énormément parlé hier, son état de santé. Jean-Paul Omolou qui est en prison depuis 5 ans, comment est-ce qu'il est affaibli, comment est-ce qu'il dépend de beaucoup de médicaments, mais qu'il tient toujours, qu'il a toujours la tête sur les épaules. Donc, ayons une pensée pour notre frère Jean-Paul Omolou qui se trouve dans les geôles de Faure Gnassingbé depuis 5 ans.
en isolement au SCRIC. Le SCRIC n'est pas un lieu de détention, mais on garde les gens là-bas depuis 5 ans sous le contrôle strict de ces officiers de police judiciaire qui rendent compte directement à Faure Gnassingbé, puisque Faure Gnassingbé vient les visiter là-bas. Et donc, Omolou, on peut le considérer aujourd'hui comme le prisonnier personnel de Faure Gnassingbé. Et donc, les gens qui viennent nous dire, oui, Faure ne sait rien de ça, il est au courant de tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui téléguide tout, c'est lui qui tire toutes les ficelles. Et une pensée aussi pour Madame Yakadé, qui est toujours enfermée dans une pièce, Elle est dans une pièce, dans une villa, quelque part là-bas à la cité du Millénium. Elle est dans une pièce, elle n'est même pas autorisée à sortir dans la cour de la maison dans laquelle elle est enfermée. Une femme qui a 62 ou 63 ans, qui, même en prison, tu dois marcher pour faire dégourdir un peu les jambes. Elle est interdite même de sortir de la pièce dans laquelle elle est enfermée pour marcher dans la cour de la maison où elle est enfermée. Et donc, elle est là-bas, elle a demandé à avoir une Bible pour lire, un document pour écrire, pour avoir, je ne sais pas de quoi écrire, ils ont refusé. Elle n'a rien. Et donc là, elle est malade, elle a dépéri, voilà. Donc, ces gens-là, nous devons penser à eux et à tous les autres prisonniers politiques qui sont toujours dans les liens de la détention par la seule et unique volonté de Faure Gnassingbé qui a fait du Togo une prison à ciel ouvert. Merci, c'était un complément. Ensuite, le marché d'Azido Gomé, avec l'incident concernant cette dame-là, je pense que vous avez suivi toute la semaine ce qui s'est passé. La dame a été convoquée jeudi au commissariat de Sabado. Elle y a passé toute la journée, assistée par le CACIT, Mme Adjamako, et un certain nombre de personnes qui ont assisté cette dame-là. Et cette dénonciation a créé énormément de remous au niveau de la mairie de Sabado, de Golf 7. Le directeur de la décentralisation a sommé la mairie de régler ce problème-là. Il y a eu des tensions au niveau même de la mairie par rapport au comportement de ce monsieur qu'on a dénoncé. Le monsieur a été appelé, il a été rappelé à l'ordre, il allait déposer une plainte au commissariat, à la gendarmerie, ça n'a pas été du coup aussi de la mairie. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de problèmes entre eux. Et la mairie s'est déplacée au marché, je pense mercredi ou jeudi, la mairie s'est déplacée au marché pour aller faire une sensibilisation. En fait, ils sont partis au marché pour dire qu'ils étaient en train de faire une sensibilisation pour la propriété du marché, mais en réalité, c'était pour l'histoire de cette dame-là. Donc, ils ont dissimulé ça comme c'était une sensibilisation et ils sont partis dans le marché pour supplier les dames, dire aux dames que ouais, s'il y a des problèmes, il ne faut pas que les problèmes aillent sur la place publique, la mairie est ouverte, il y a des numéros de téléphone, il faut appeler la mairie pour régler les problèmes. Et donc, bon, on espère que chacun va rentrer dans son rôle et que ce régisseur-là ne va pas continuer par harceler les femmes dans le marché. En tout cas, je voudrais dire merci à notre compatriote Adimata et ses amis, David, qui ont fait des lives toute la semaine sur ce sujet. Il y a aussi une autre plateforme dont je ne me souviens pas qui ont fait des lives toute la semaine sur cette affaire-là, des lives qui ont contribué à mobiliser les gens sur le sujet. Et je pense que c'est ce que nous devons faire régulièrement, la dénonciation, et que les gens qui sont au Togo comprennent que quand ils font des bêtises, on peut valablement les dénoncer, les exposer. Et je pense que ces genres de choses leur font très, très, très mal. C'est pour ça que la mairie s'est dépêchée de rappeler à l'ordre ce monsieur-là et le maire ou la dame qui assure la mairie là-bas s'est déplacée dans le marché. Bref, c'est un sujet sur lequel je vais passer rapidement. Alors, concernant nos marchés, il y a de plus en plus d'insalubrité dans nos marchés, que ce soit le marché d'Azido Gomé, le marché de Toti, la gare routière d'Agbalpedo, le marché de Kodomé. Tous ces marchés-là, aujourd'hui, il y en a d'autres, coulent sur les ordures. Et il semble que les prestataires, donc ceux qui vont ramasser les ordures, le trésor ne les paie plus. Les gens ont des factures qui sont au trésor depuis 7 mois, depuis 8 mois. Et donc, ces prestataires ne viennent plus ramasser les ordures. Donc, du coup, tous les marchés sont remplis d'ordures. On va regarder un peu le marché de Kodomé. Il y a aussi le marché d'Agbadahonou, le marché d'Azido Gomé, la gare routière d'Agbalpedo. Ça, c'est le marché de Kodomé en vidéo. Vous voyez l'état d'ordures. Tout le quartier est rempli d'ordures. Les gens n'arrivent plus à respirer. Il y a des odeurs pestilentielles qui rentrent dans les maisons. Ici, à Kodomé, c'est pratiquement le quartier du président de la République. Entre griffes, Monsieur Jean-Lucien Samy de Tové. Donc, ce marché n'est pas loin du domicile du président. Donc, ce marché est envahi par les ordures. Vous voyez l'état d'ordures dans les rues. Nous sommes ici à Kodomé. Juste parce que les trésors n'ont pas payé les prestataires depuis des mois et les prestataires ne veulent plus ramasser les ordures. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le Togo. Et les gens vendent à côté de ces ordures-là. Et les gens vont acheter ces nourritures-là pour aller vendre, pour aller préparer à manger. Vous imaginez les maladies. Donc, vous avez les ordures comme ça dans pratiquement tous les marchés de la ville de Lomé. Pratiquement dans tous les marchés. Ici, c'est les gens de Kodomé. Il y en a aussi à Balpedo. Il y en a à Torti. Dans pratiquement tous les marchés. Il y a des tas d'immondices, des ordures partout. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le Togo. Le Togo qui était réputé être un pays propre, un pays où les gens aiment la propriété. Voilà ce que ressemble aujourd'hui le Togo. Et selon les informations que j'ai glanées à gauche et à droite, c'est parce que les prestataires ne sont plus payés par le Trésor. Apparemment, il y a des soucis d'argent dans le pays. Mais il y a de l'argent pour les conneries de fort, mais il n'y a pas d'argent pour payer les prestataires qui viennent enlever les ordures pour permettre aux gens de vivre dans un cadre plus ou moins assaini. Donc, on va regarder ça c'est quoi demain, on va regarder la gare routière d'Agbalpedo. La gare routière d'Agbalpedo, ce sont les chauffeurs, les apprentis chauffeurs qui brûlent les ordures en pleine gare. Ça, c'est la plus grande gare au Togo. Agbalpedo, regardez l'intérieur. C'est la plus grande gare routière que le Togo dispose. Nous sommes à Agbalpedo. La plus grande gare routière que le Togo possède. C'est comme un taudis avec des hangars partout, des saletés, et que l'argent qu'on collecte ici, on ne peut même pas se permettre de paver l'intérieur, d'aménager l'intérieur, de construire d'aménager quoi. C'est la plus grande gare routière que le Togo dispose. Nous sommes à Balpedo, au cœur de la ville de Lomé, à 1 kilomètre de la présidence, ou bien 2 kilomètres de la présidence de Faure Gnassingbé. Nous sommes à Balpedo. Voilà l'intérieur de la gare routière de Balpedo. Tellement sale aussi,
avec des ordures que les apprentis chauffeurs sont obligés de brûler, et cela crée des désagréments, je sais pas, à l'intérieur de la station. Donc, je tenais aussi à en parler pour que, bon, on puisse avancer. Alors, ça, c'est la gare routière d'Agbalpedo. Et donc, tout Lomé coule sous les ordures. Hein? Actuellement, tout Lomé, c'est sous les ordures. Donc, voilà. Ensuite, je continue. Monsieur le ministre Awaté de l'administration territoriale. Alors, de plus en plus de Togolais se plaignent. Ils se plaignent du fait que vous refusez de délivrer des récépissés aux associations, aux ONG. Vous avez changé la loi, vous avez changé les dispositions pour la création des associations et vous avez imposé de nouvelles directives. Les gens respectent ces directives-là. Vous avez demandé qu'en fin d'année, les gens puissent faire le rapport de leurs activités. Les gens font les rapports, ils déposent les rapports au ministère et vous refusez de leur signer les récépissés. Or, ce sont des gens qui mènent des activités dans les villages, qui viennent en appui aux populations, et qui ramènent un certain nombre de matériel de l'extérieur pour soutenir les populations. Et vous avez fait du ministère votre propriété privée, vous ne donnez plus de récépissés aux gens, aux associations, mais vous en donnez à vos proches, à vos maîtresses, à vos copines, qui ne respectent même pas les critères. Dès qu'eux viennent, vous leur donnez des récépissés. Et les autres qui sont au Togo, qui ont des associations, qui ont des ONG, vous refusez de leur donner des récépissés. Et ça commence par en faire un peu trop. C'est vrai que vous recevez vos conseils de votre patron Ford Yassimé, qui fait comme ses amis de l'autre côté, qui sont en train de dissoudre les associations, les ONG et tout ça. Et vous aussi, vous faites pareil, et vous refusez de donner des récépissés aux associations. Et ça, c'est un coup de gueule que je suis en train de pousser. Et il faut que vous desserrez les taux pour recommencer par donner les récépissés aux associations, du moins ceux qui sont dans les normes. Et ceux qui ont fait les rapports, ceux qui ont, en tout cas, tous ceux que vous avez exigés, ceux qui les ont respectés, il faut leur donner les récépissés. Le Togo, c'est quand même pas votre propriété. Vous gérez le Togo comme c'est votre propriété, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, tout ça vous rattrapera tôt ou tard. Je voulais placer rapidement un mot sur l'histoire de Daniba, mais pas sur la question de Daniba elle-même, si la technique peut me passer le communiqué. Et je vais dire quelque chose de très, très, très précieux et sensible et sur l'affaire de Daniba. Voilà le communiqué. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu ce communiqué? Alors, le communiqué dit ceci. Merci. Le communiqué dit ceci. Communiqué. En date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant Daniba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des chefs d'accusation, des chefs de détournement criminel, de deniers publics, enrichissement illicite, criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête susdite, y ont donné telle suite que de droit. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Daniba Henri a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier à l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026. Cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité. Donc, sur le fondement, c'est ici que je vais attirer votre attention, sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées. Et réécoutez cette phrase que je suis en train de prononcer. Sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées. Je répète la phrase. Sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées. Je m'arrête là. Je termine. On dit, après cet avis favorable, la chambre d'instruction, M. Daniba, a été remise aux autorités du Burkina le 17 janvier 2026, signé le ministre de la Justice. D'abord, je ne sais pas pourquoi c'est le ministre de la Justice qui signe un communiqué pareil, pourquoi ce n'est pas le procureur et c'est le ministre de la Justice. Bon, ça, c'est leur problème. Mais ce que je voulais vous dire, quand je relève cette phrase sur le fondement de la réciprocité des autorités burkinabées, je veux dire à certains Togolais, écoutez-moi très bien, je veux dire à certains Togolais qui ont de la famille au Burkina Faso, et particulièrement des soldats qui ont déserté. Des soldats. Si vous avez des gens de vos familles qui sont des soldats, qui ont déserté et qui se trouveraient, je parle au conditionnel, qui se trouveraient à l'heure où je vous parle au Burkina, dites-leur de quitter. Dites-leur de quitter le plus rapidement possible. Si vous avez des membres de vos familles qui sont des soldats, qui ont déserté, ça peut être de simples soldats ou d'officiers, et qui sont sur ce territoire-là, dites-leur, en ce moment où je fais ce live-là, de quitter. Il y a eu des réunions à Lomé avec les sécurocrates, Ford Yassimé, ses amis sécurocrates, et ils vont soumettre des trucs de l'autre côté pour qu'on renvoie les gens vers le Togo. Je sais particulièrement qui ils veulent viser. Ils sont en train de viser plutôt. C'est un officier. Mais je ne vais pas donner le nom ici. Ils ont fait des réunions à Lomé. Depuis dimanche, ils ont multiplié les réunions entre sécurocrates. Quand on parle de sécurocrates, vous savez qui ils sont. Donc, il y a des gens qui sont là-bas qui veulent arrêter. Donc, si vous avez de la famille, parce que moi, je n'ai pas de numéro de ces gens, si vous avez des proches de vous, de la famille dans ce pays-là, qui sont des soldats ou officiers qui ont déserté, dites-leur, quelle que soit la garantie qu'on leur donne là-bas, de quitter immédiatement. De quitter immédiatement. Quelle que soit l'assurance qu'on leur donne là-bas, de quitter immédiatement. Je ne parle pas beaucoup. Bon, je pense que c'est rentré dans les oreilles. Je ne donne pas de nom, mais je pense que tout le monde sait ce qui se passe. Donc, ce sujet aussi, on le met de côté. Merci. Il y a quoi? Je regarde les sujets rapidement.
Voilà, on va parler de la loi de finances. Donc, la loi de finances, vous voyez, il y a eu le projet de loi de finances a été adopté maintenant, c'est la loi de finances de 2006, et il va y avoir beaucoup d'augmentation d'impôts. On va s'acheminer probablement vers aussi l'augmentation des carburants. Il y a déjà la sûreté. Il y a toutes ces choses-là qui vont subir des augmentations. Et donc, parce que le gouvernement est à la recherche de l'argent, et donc, déjà, pour le foncier, il y a eu des augmentations spectaculaires de beaucoup de choses. Déjà, je vous ai dit la semaine dernière que si vous avez une seconde résidence que vous louez, l'OTR vient déjà demander aux gens de payer les impôts. Et parfois, ils font même des redressements. Vous avez des appartements meublés ou une deuxième maison que vous louez, l'OTR vient parce qu'ils ont la cartographie des maisons. En tout cas, pour ceux qui ont les titres fonciers ou ceux qui ont des plans, ils ont la cartographie des maisons. Donc, ils viennent dans le quartier et vous disent, voilà, votre maison là, vous l'avez louée à tel prix, c'est eux-mêmes qui donnent les prix et vous demandent de payer les impôts. Et quand ils se rendent compte que la maison a été construite il y a longtemps, ils vous font un redressement. Donc, tout ça, c'est pour renflouer les caisses de l'État parce que les caisses de l'État sont vides. Et donc, concernant le foncier, il y a un document qu'on appelle l'état descriptif du titre foncier. C'est-à-dire, si vous voulez vous assurer, avant d'avoir votre titre foncier, qu'à un moment donné, on a immatriculé un immeuble, une parcelle en votre nom, et que vous êtes à quelques étapes de prendre le titre foncier, il y a ce qu'on appelle l'état descriptif du titre foncier. Et donc, c'est le dernier document avant le titre foncier, je ne dirais pas le dernier document, mais c'est le document qui atteste qu'on a déjà immatriculé votre parcelle, il ne reste qu'à vous donner le carton. Et ce document, pour l'obtenir avant, c'était 14 500. Pour obtenir ce document, c'était 14 500. Les notaires savent de quel document je parle. Mais depuis cette année, ce document, pour l'obtenir, il faut payer 20 000. Donc, pour obtenir l'état descriptif des titres fonciers aujourd'hui, il faut payer 20 000. L'année dernière, c'est 14 500. Cette année, il faut payer 20 000 pour pouvoir l'avoir. Pour obtenir les frais de dépôt, de réquisition des pièces du titre foncier à la conservation sont passés de 2 000 à 10 000. Les frais de dépôt de réquisition de pièces de titre foncier à la conservation, c'était 2 000 avant. Maintenant, il faut payer 10 000. Il faut payer maintenant 10 000. Les frais de dépôt de plan. Les frais de dépôt de plan au guichet unique OTR. Avant, il faut payer 2 000. Maintenant, il faut payer 10 000. Les frais de dépôt de plan au guichet unique OTR. Avant, il faut payer 2 000. Maintenant, il faut payer 10 000. Donc, vous allez voir, il y a plein de choses qui ont augmenté comme ça. Et je tenais à le dire par rapport à la loi de finances. Il y a Nyoto, la société Nyoto que vous connaissez, qui fait de l'huile, je pense, de l'huile, c'est ça, de l'huile de consommation, qui est en difficulté. Les employés ont des arriérés de mois, plusieurs arriérés, je ne sais pas, peut-être 6 ou 7, je ne sais pas. La société est de plus en plus en difficulté et leur partenaire français qu'on appelle Géo Coton s'est retiré. Et actuellement, le gouvernement togolais envisage de céder cette société-là aux Saoudiens. Donc, ils sont en discussion pour céder la société aux Saoudiens. Donc, ils sont en train de vendre tout dans le pays. Et les difficultés de la société sont aussi liées au fait que le beurre de karité, le karité qu'ils achetaient avant, ça devient de plus en plus compliqué. Plusieurs pays essayent de contrôler le circuit de la vente de karité. Il y a aussi Olam qui ne leur cède plus les graines de coton et plus la gestion de la boîte, ce qu'il faut interroger. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, Nyoto, qui emploie plus d'une centaine de personnes en permanent et quelques occasionnels, ouvriers occasionnels, est en difficulté et est en passe d'être vendu aux Saoudiens. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Quand on quitte Nyoto, voilà, on va à Agou. On va visiter la préfecture d'Agou. On va voir comment se présentent les bureaux de la préfecture d'Agou. Les bureaux de la préfecture d'Agou. Agou, c'est la localité qui abrite un grand château de Fon-Yassimbe, donc c'est chez sa mère. Et s'il devait avoir un vrai développement du Togo, peut-être que ça devait commencer par là, mais c'est une préfecture qui manque pratiquement un peu de tout. Il y a le château là-bas qui est sur la colline là-bas où Ford descend souvent avec hélicoptère. C'est son jeune frère, Denis Frère, qui est le maire. Le maire, il ne vient pratiquement pas à la mairie. Et une partie de la mairie, en tout cas la mairie, les locaux de la mairie sont abrités au niveau de la préfecture. La préfecture, donc, comment appelle-t-on les installations sont déjà suffisamment délabrées. On va regarder la préfecture d'Agou. Vous allez voir. Ça, c'est dans les locaux de la préfecture. Ça, c'est encore un immeuble qui est acceptable. Ça, c'est encore acceptable un peu. Le vieux bâtiment lui-même est totalement délabré. C'est un bâtiment colonial. Voilà l'entrée de la préfecture d'Agou pour monter à la préfecture d'Agou. Voilà les installations. Ça, nous sommes à quelques mètres du château de Fon-Yassimbe. Et ça, c'est la préfecture d'Agou, les installations au niveau de la préfecture d'Agou. Vous voyez comment l'immeuble est en délabrement. C'est des bâtiments coloniaux. C'est des bâtiments qui ont été laissés par les colons. Et voilà à quoi ressemble la préfecture d'Agou. Vous voyez, le bâtiment est crasseux, tout est sale, mal entretenu. Et ça, c'est le Togo, ça. C'est le Togo de Fon-Yassimbe. Et donc, voilà la préfecture d'Agou. On la visite en image, quoi. Vous voyez. Voilà, on a parlé donc de l'insalubrité des quartiers, la préfecture d'Agou. Il reste là, voilà, la préfecture d'Agou. Donc, je vous fais grâce du reste des images. Et il y a quoi encore? Ah oui, il semble qu'il y a un dialogue qui est en préparation au Togo et il y a de l'agitation au niveau des acteurs politiques. Il semble qu'il y a un dialogue qui est en l'air et tous les acteurs politiques actuellement sont très agités. Les gens multiplient les réunions, les gens. Moi, je pense, je donne toujours mon avis. Je pense que il ne faut plus commettre les erreurs de 2017. Si dialogue il doit y avoir aujourd'hui, je ne sais pas quoi.
il faudra peut-être discuter des conditions de départ de Fonia Sibé. Mais si c'est pour aller trouver des accords bidons qui renforcent la dictature, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de mobiliser le peuple togolais, de mettre la pression sur Fonia Sibé. Si Faure veut aujourd'hui faire un dialogue, c'est qu'il est sous pression. C'est qu'il sait que sa 5e République, ça ne passe pas dans certains milieux. Donc, et comme il est sous pression, il va encore inventer quelque chose pour voler la classe politique. Et nous, on regarde, on observe, on verra bien au moment venu ceux qui vont aller à ce dialogue-là et qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans ce dialogue-là. Mais il faut que le peuple togolais reste très vigilant pour que les erreurs de 2017 ne se répètent plus. Ça, c'est sur le plan politique. Et ceux qui multiplient les réunions pour aller à ce dialogue-là, au moment venu, on en parlera. Donc, le dialogue aussi, c'est bon. Il y a quoi. Voilà. On va parler du problème d'eau. On va parler du problème de manque d'eau dans 2 préfectures essentiellement, dans 2 zones. On va aller dans les savanes, on va redescendre dans le Yotor et dans le Zior. Et on va suivre des vidéos dans les savanes et on va défiler quelques images après dans le Yotor. Donc, on part dans les savanes pour voir. Dans les savanes, un instant, je vais vous donner la localité où les gens ont des difficultés à avoir l'eau. Nous sommes vers la zone où ils font le manganèse, là où ils exploitent le manganèse. Ça doit être Naïga. Voilà. Ici, les vidéos que vous allez voir, nous sommes à Natari, canton de Naïga, là où on exploite exactement le manganèse dans la préfecture de Bendial Ouest. Voilà cette fille-là, elle est en train de chercher de l'eau. Vous voyez bien les images. Elle est en train de chercher de l'eau. Nous sommes dans une zone où on exploite le manganèse. Il faudra faire venir des gens qui exploitent le manganèse. Il faudra faire venir des gens qui exploitent le manganèse. Et donc, nous sommes à Naïga. Elle est en train de chercher de l'eau. Vous voyez ça? Elle est en train de chercher de l'eau. Ça, c'est le Togo, ça. Bendial Ouest. Dans une zone où il y a une mine. Donc, ces populations que vous voyez sont en train de chercher de l'eau. Vous voyez là où les gens cherchent de l'eau? Nous sommes au Togo. Ils vont creuser la terre pour chercher de l'eau. Voilà. Vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube aussi, ou sur Facebook. Les images sont en train d'être diffusées là-bas. Bendial Ouest, vers Natare, dans le canton de Naïga, dans la zone où on exploite le manganèse. Les gens sont en train de chercher de l'eau, comme ça. L'eau qui est la vie. Voilà. L'eau qui est la vie. Ces braves femmes-là, nos mamans, nos sœurs, elles sont en train de chercher de l'eau comme ça. Et ça, c'est un média au niveau de la région qui a publié ces vidéos, qui a fait un reportage sur ces vidéos-là. Et si tu es, il y a Dadao, et on a les Dapangobe, Kopero, les Bendial Ouest, les Kopero, on le coup, et tout, mais nous les fous, manganèse, on les lorga, Boboro les fous, et si tu es à Molé, nous les doigts, oui, donc, fort bien, gestion, donc, on va les coucher, voilà. Deuxième vague d'image, il y a une deuxième vague d'image où le garçon est en train de creuser le trou, toujours dans la zone. En Natari, voilà, quand la soeur pousse les enfants hors de l'école. En Natari, au nord du Togo, le jour commence toujours par la même inquiétude, l'eau. Dans ce village de la région des savanes, la sécheresse façonne des vies, dirige des voix et le dessine l'enfance. Ici, avant l'école, avant les jeux, avant les rêves, il faut d'abord chercher de l'eau. En Natari, beaucoup d'enfants sont bergers. Très tôt, ils accompagnent les troupeaux à la recherche de pâturage et des points d'eau de plus en plus rares. Ces enfants marchent des kilomètres sous le soleil brûlant, guidant des bœufs maigres, affrontant la poussière et la fatigue. Leur quotidien est rythmé par la bergerie, non par les cahiers. Et si Kabetola là, nous devons donner, pour la et si les dimanches, il cherche l'eau. En 2026, c'est au Togo, Bendial Ouest, à Natari, dans le canton de Naïga. Une zone où on exploite le manganèse. C'est ça. Asumbe. Ah, lekiti la ka wai wala ngino abe. C'est ça. Ah, ya so ngino. Asumbe. Ke pambe, apa pambe tal. Achina kwala. Amona bi mpe ya. Amobe. Ne barba. Ne banga. Ole. Benu kula tugile nya bitin ko. Abang abang nyumi. Nyumbe. Hah? Nawa ka. Amo benangai. Ici, le lien entre la bergerie et la soif est direct. Quand l'eau manque, les animaux doivent être déplacés plus loin. Et quand les troupeaux partent, les enfants partent avec eux. L'école, elle reste derrière. En Natari, l'abandon scolaire n'est pas un choix, c'est une conséquence. Beaucoup de ces enfants ne fréquentent jamais l'école. D'autres y vont quelques mois, puis disparaissent des salles de classe. Résultat, ils ne savent ni lire ni écrire. Certains ne connaissent même pas leur âge exact. L'état civil est absent, l'école est lointaine, et l'enfant se confond avec le travail. En Natari, la soif vole du temps, mais aussi des opportunités. Chaque saison sèche allonge les distances vers l'eau et raccourcit le temps consacré à l'éducation. Les parents, éleveurs pour la plupart, n'ont souvent pas d'alternative. Sans l'eau, les bêtes meurent, et sans bétail, c'est toute la famille qui s'effondre. Alors les enfants deviennent une main-d'œuvre indispensable. Cette réalité crée un cercle vicieux. La soif pousse les enfants vers la bergerie les éloigne de l'école. Et sans l'école, ces enfants grandissent sans savoir lire, écrire ou compter. Demain, ils seront à leur tour des adultes vulnérables, dépendants d'un environnement de plus en plus hostile. Ici,
La sécheresse ne détruit pas seulement la culture et les pâturages, elle détruit les parcours scolaires, elle transforme l'enfant en berger avant même qu'il ait appris à écrire son nom. Elle efface les rêves avant qu'il ne naisse. À Natari, l'eau ne donne pas bien plus qu'un besoin vital. Elle est la frontière entre l'école et l'abandon scolaire. Elle est le lien invisible entre la bergerie et l'analphabétisme. Tant que l'eau restera rare, l'éducation restera fragile. À Natari, sans l'eau, l'école se vide, et quand l'école se vide, c'est l'avenir qui se dessèche. Donc ça, c'est dans la région des savanes, dans le Pendjal ouest, dans une zone où on exploite le manganèse. Et nous allons revenir vers le sud, on va aller dans le Yoto, on va aller dans la zone de Kouvé, et vous allez voir comment les femmes souffrent à Kouvé pour pouvoir obtenir de l'eau et technique. Ça, nous sommes à Kouvé, c'est dans le Yoto, je pense à 9 ou 10 km de Aripé. Et à Kouvé, il y a des châteaux d'eau qui ont été je vais vous donner les caractéristiques techniques de ce qui se passe dans le Yoto, parce que ça, je l'avais déjà dit avant. Dans le Yoto, il y a deux problèmes. Aripé et Kouvé sont situés sur le Biseau sec. Je pense que je vous ai expliqué ici dans un live ce que c'est que le Biseau sec. C'est une bande rocheuse qui traverse le Togo par le Ghana et qui rentre au Bénin. Et cette bande rocheuse-là, elle est d'environ 15 km de part et d'autre, de 15 km de largeur. Et toutes les localités qui sont sur cette bande qu'on appelle le Biseau sec n'ont pas d'eau. Parce qu'il faut perforer, il faut forer pour aller au fond, mais c'est tellement difficile d'avoir l'eau. C'est pour ça que vous allez voir des localités comme Mouepé, je ne sais pas si Kovier dedans, Thévier, Aripé, Kouvé, il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est le Biseau sec. Ceux qui ont fait la géologie ou la géomorphologie avec le professeur Lévy, tout ça, ils savent de quoi je parle. Ou ceux qui ont fait l'hydrogéologie savent de quoi je parle. Donc, à Kouvé, depuis 20 ans, il existe un château d'eau d'une capacité de 400 000 litres. Donc, il y a un château d'eau à Kouvé d'une capacité de 400 000 litres. Et ce château a été réalisé pour alimenter, ce château est alimenté par un forage. Donc, il y a le château à Kouvé. Mais comme il n'y a pas l'eau dans le sous-sol de Kouvé immédiatement, parce que Kouvé est sur le Biseau sec, le forage est fait à Tablibo. Parce qu'à Tablibo, il y a énormément d'eau. Donc, le forage est fait à Tablibo. Et ce forage qui est à Tablibo a un débit de 100 000 litres par heure. Donc, en 4 heures, le pompage peut remplir le château de Kouvé. Ce château a été construit pour desservir les localités comme Goto, Aripé, Tchèpo, Dédékoué. Ce château est très dimensionné. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne à l'époque. Et donc, sauf que il y a un souci avec le centre de pompage au niveau de Tablibo, parce que les installations ont des soucis et il y a des fuites d'eau à partir de Tablibo, et donc ces châteaux-là n'arrivent pas à être alimentés, et du coup la population de Kouvé, tout ça, n'ont pas d'eau. Et donc là, tous les villages environnants n'ont pas d'eau, les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres et d'aller acheter le bidon d'eau à 100 francs. On vend le bidon d'eau à 100 francs. Le bidon d'eau à 100 francs. Et voilà l'un des problèmes majeurs qui a Kouvé. Le château qui était de 100 000 litres, les gens avaient demandé que ce château la capacité soit augmentée. À Aripé aussi un château qui devait être rempli par 2 forages. Le forage se trouve à Koutoko, tout près de Tablibo, et ce dernier devait desservir Aripé, Tchèpo, Dédékoué. Le château de Kouvé devait uniquement servir Kouvé Goto. Aujourd'hui, le problème de Aripé est dû à la conduite de refoulée d'eau des 2 forages dont les installations ont des difficultés. C'est tout ce qu'il faut réparer pour envoyer l'eau dans ces 2 châteaux-là pour que les populations puissent avoir de quoi vivre avec de l'eau. Pareil à Thévier. Thévier aussi, c'est l'Union européenne qui a financé l'addition d'eau potable à coups de milliards. Un forage qui débite 150 000 litres d'eau par heure, et puis un château d'eau de 700 000 litres. Et le château est inachevé à Thévier. On s'aperçoit que la cuve est placée de façon hasardeuse. Et donc, ça constitue aujourd'hui un gros souci. On ne sait pas à qui la faute, si c'est l'entreprise qui a exécuté les travaux, le bureau d'études, ou je ne sais pas. Mais il y a une pagaille totale. Au niveau du ministère de l'eau, là, il y a un gros projet de la Banque mondiale qui attend depuis 2 ans. Et la petite ministre là, qui est passée au ministère de l'eau a chassé presque tous les coordonnateurs. Le premier coordonnateur l'a chassé. Elle a fait venir le deuxième coordonnateur, l'a chassé aussi. Et maintenant, elle a mis un jeu inexpérimenté qui ne peut même pas être stagiaire au niveau du ministère de l'eau pour gérer un projet de plusieurs milliards de la Banque mondiale. Et du coup, aujourd'hui, ces projets sont à l'arrêt. Et c'est les difficultés que nos frères ont dans ces localités-là et au niveau de Tablibo pour avoir de l'eau. Donc, ces femmes sont obligées de parcourir des kilomètres avec des bidons pour aller chercher de l'eau. Nous sommes ici aussi dans une zone minière. On était à Naïga. Dans le Pendjal, une zone minière où on est en train d'exploiter le manganèse. Nous sommes ici à Tablibo, dans la zone où on exploite le clinker. Il y a plusieurs sociétés qui exploitent le clinker. Il y a Scantogo, il y a Wassem, il y a Fortia, il y a je ne sais pas comment vous les appelez tous. Et les populations n'ont pas d'eau potable à boire. Voilà ce qui se passe au Togo, où les gens n'ont pas de l'eau à boire. Pendant que les Togolais, qui sont dans les villages, qui sont dans les localités, ont de la peine à trouver de l'eau pour boire, on va voir un peu l'échantillon de l'eau que la minorité boit. La minorité, en tout cas certains de la minorité, importent leur eau de boisson de l'extérieur, soit des États-Unis, soit de la France, soit de la Finlande. Aujourd'hui, quand vous allez dans les maisons des barons, ils ne boivent même plus Voltic. Ils ne boivent pas, je ne sais pas quelles sont les catégories d'eau que vous avez, les marques d'eau que vous avez à nommer. Donc, vous voyez l'eau qu'ils importent, l'eau qu'ils boivent, qui vient de la Norvège, voilà, cette eau-là. Et vous allez voir que depuis que la minorité boit cette eau-là,
il y a Champion qui l'importe de plus en plus. Champion qui importe de plus en plus cette eau-là. Vous allez dans les supermarchés des Champions, vous allez voir, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ils importent Voss, ça vient de la Norvège. Il semble que c'est l'eau qui est extraite des glaces. Donc, c'est une eau très enrichie, vivante. Donc, ils importent l'eau de la Norvège. Et vous allez trouver cette eau-là dans les Champions, tout ça. Et pendant que dans les villages, les gens creusent les trous. Les gens creusent les trous pour pouvoir avoir de l'eau sale, pour pouvoir boire. Une partie de la minorité, je ne dis pas eux tous, hein, certains de la minorité sont devenus tellement riches que même leur propre eau qu'ils doivent boire ne vient plus de leur village, ne vient plus de leur pays, c'est de l'eau qui vient de la Norvège. Hein, qui vient de la Norvège. Il y a ceux qui importent aussi l'eau de la France, ceux qui importent l'eau des États-Unis pour boire. Donc, à Kiamo, les copies, on écoute, si tu as les Kubaba, qui est là, c'est là, noir. Mais on les colloques, au Vietnam, c'est les Norvège, France, États-Unis, au Guinée, c'est là, noir. Ça va, bon. Ici, les lois, comme les Siafa qui appartiennent à la femme de fort, il y a Cristal aussi, il y a aussi eau douce qui est de Défalé dans lequel il y a des actionnaires du régime dedans. Mais il y a une catégorie de la minorité là, leur eau, ça vient de la Norvège. Je ne suis pas sûr que ça coûte énormément cher, mais c'est quand même pour le prestige, ils font venir l'eau de la Norvège. Voilà. Quand les gens sont là, ils crient, oui, panafricain, panafricanisme. Tout ce qu'ils mangent dans leur maison, ça vient de l'Occident. Tout ce qu'ils mangent dans leur maison. Vous savez, quand on parle de panafricanisme, je fais une pirouette. Et j'ai un ami, il dit, oui, Ferdinand, toi, voilà. Je dis, mais vous racontez toujours. Le panafricanisme, oui, il y a ci, il y a ça. Je dis, mon frère, pour le moment, tu n'as pas de solution. On va se battre pour avoir des solutions demain. Mais je te connais un grand consommateur de vin. Je parlais à l'ami. Le vin est produit par qui? Il boit du Bordeaux. Je dis oui, ça c'est la France. À chaque fois que tu achètes une bouteille de Bordeaux, tu enrichis la France. Après, quand tu bois ton Bordeaux et que tu es un peu malade, tu as les maux de tête, et tu vas à la pharmacie pour acheter les produits, tu achètes les produits de Sanofi, de Pierre Fabre, c'est français. 99% des produits qui sont dans les pharmacies sont de fabrication française. Après, quand tu es malade et qu'on te fait des prélèvements, et que nous n'avons pas des laboratoires, on fait partie des prélèvements à l'extérieur, en France. Ou on fait venir les réactifs de la France, ou de l'Allemagne, ou des États-Unis. Après, quand tu vas prendre une bière à la plage, elle est soit diamant. Si c'est diamant, c'est les Allemands qui viennent brasser ça. Ou soit elle est Castel, elle est française. Donc, Sankara, il a dit que l'impérialisme est dans nos assiettes. L'impérialisme est dans nos assiettes. Dans nos assiettes. Et quand je lui dis ça, il dit, je dis, mais voilà. Donc, si tu veux vraiment être conforme avec ta vision du panafricanisme, il faut cesser de boire du vin. En tout cas, le Bordeaux. Il faut cesser d'aller chercher les produits à la pharmacie. Parce que tout ça, chaque jour que tu l'achètes, tu enrichis l'impérialiste. Il a compris. C'est une parenthèse pour que vous compreniez. Donc, l'eau de consommation de la minorité qui est panafricaniste vient de l'extérieur. Ça vient de la Norvège. Ceux qui proclament le panafricanisme aujourd'hui, l'eau qu'ils doivent boire, ça vient de l'extérieur. Vous voyez ces gens qui sont complexés quand ils voyagent et qu'ils reviennent au pays, ils tiennent leur bouteille d'eau sous les aisselles, ils vont dans les villages, ils mettent une serviette au niveau du cou et ils tiennent leur eau. Voilà. Et quand l'eau qui est dans la calebasse vient dans le village pour boire, il ne veut pas boire. Alors qu'il est né dans ce village, il a grandi dans ce village avant de connaître une autre civilisation. Il ne veut pas boire l'eau de son village. Il vient avec une eau qui est sous son aisselle et il tient ça. Et il a la serviette au cou, il est en short, et puis ben voilà, il met les lunettes de soleil, et puis il regarde les villageois d'en haut. C'est ça. Et c'est ça notre complexe. Quand tu en parles, ça fait mal, mais c'est la réalité. Voilà. Donc tout ça, c'est le complexe des Blancs. Et les gens qui pratiquent ça, c'est eux qui crient qu'ils sont panafricains. Mais quand ils vont au village, ils tiennent leur eau qui vient. L'eau vient des États-Unis, l'eau vient de la France, l'eau qu'ils ramènent, ça vient de l'extérieur. Et quand il va dans son village, on lui tient la calebasse, il dit qu'il ne boit pas. Il ouvre son eau, il boit devant les villageois. 6 000 ans, c'est ça. Donc je ferme cette parenthèse. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Alors, on va parler de la caisse de sécurité sociale. Alors, il y a le 5 février qui arrive. Le régime s'apprête à faire encore une célébration pompeuse du décès d'Eyadema. Il vient de faire hier ou avant-hier, le 24 janvier. Fort n'est jamais tombé d'un avion. Mais bon, il fête le 24 janvier. Je ne sais pas à quelle fin. Mais il y a le 5 février qui arrive. Et ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour organiser de grands événements, des colloques, des quoi. Et figurez-vous, qui débloque l'argent? C'est la caisse de sécurité sociale. Celle qui peine à payer les allocations, les allocations des familles. On va voir combien on paie les allocations. Je voulais que la technique passe l'image. Combien on paie les allocations? Voilà le décret qui avait été pris au temps de la transition par le Premier ministre Joseph Kokou Kofigo. Excusez-moi. Kokou Joseph Kofigo. Avant la transition, l'allocation par enfant était de 1250 avant la transition. Et donc, tout le temps que Yadema passé au pouvoir, et jusqu'en 1992, l'allocation familiale par enfant, c'était 1250. Donc, quand les Kofigo sont arrivés à la primature, ils ont eu pitié et ils ont ajouté 750. Donc, ça fait 2000. Donc, le décret a été signé le 19 mai 1992 par le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, comme Paul Dounia, et le Premier ministre de l'époque, Joseph Kokou Kofigo. Donc, depuis 92, hein, ça fait combien d'années? 30 combien là, je ne sais plus. C'est 2000 francs qu'on paye par enfant. J'ai toujours dénoncé ça ici. J'ai toujours dénoncé parce que la caisse a des milliards. Et ces milliards de la caisse, ça sert à enrichir la minorité.
Aujourd'hui, avec l'argent de la caisse, Dame Ingrid Awade est partie créer une brasserie. Déjà, qu'on ne peut pas prendre l'argent de la caisse de sécurité sociale pour aller investir dans une brasserie. Parce qu'une brasserie, c'est déjà de l'alcool. Et donc, l'alcool nuit à la santé. Donc, il y a une certaine antinomie entre les objectifs de la sécurité sociale et une entreprise qui fait de l'alcool. Mais nous sommes au Togo. Toutes les règles sont sautées. Donc, elle a créé une brasserie. Elle vend ses bières. Elle engrange des milliards et ces milliards ne profitent pas aux employés et aux cotisants, ceux qui cotisent. Ensuite, elle prend l'argent de la caisse. Elle va créer un hôpital pour la minorité. Un hôpital où, quand tu arrives, les frais de consultation, c'est 10 000 ou 15 000, je ne sais même plus. En tout cas, les fonctionnaires qui cotisent ne peuvent pas aller se soigner à Dapitalafia parce que les soins reviennent excessivement chers. Et donc, ceux qui cotisent sont obligés d'aller se soigner dans les CMS. Dans les CMS et tout ça. Et donc, ils ont créé leur propre hôpital, ils ont leur morgue, ils font leur business, ils engrangent des milliards. Et ces milliards ne profitent pas à ceux qui cotisent au niveau de la caisse de sécurité sociale. Ensuite, ils ont pris l'argent de la caisse de sécurité sociale, ils vont construire des villas, comme la Cité de la Renaissance et d'autres villas qui sont vendues à 1 milliard, 1 milliard 500, 1 milliard 800. Ils ont énormément d'argent et c'est la minorité qui dort dans ces villas. Et la majorité qui cotise n'a pas accès à ces maisons. Il n'y a pas de logement social, il n'y a rien pour les fonctionnaires. C'est l'argent de la Caisse nationale de sécurité. Quel plan pour faire ça? Ensuite, la caisse a des parts dans beaucoup de choses. La dernière fois, je vous ai montré les parts de la caisse d'Aura Bank dans beaucoup de sociétés. Tous ces milliards que la caisse engrange, ça ne profite pas aux populations. Même les gens qui cotisent ne sont pas capables, on n'est pas capable d'augmenter les allocations à 5 000. Les allocations pour les enfants, ils ne sont pas capables de les augmenter à 5 000, malgré tous les milliards qu'ils engrangent. Ils sont devenus, c'est-à-dire la caisse de sécurité sociale est devenue une caisse noire pour Ford Nassimbe et Ingrid Awade. Ils utilisent ça comme ils veulent. Ingrid Awade se retrouve dans toutes les sociétés. Elle est DG de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle est DG, elle est la patronne de la brasserie SNB, elle est la patronne de Dr Lafia, elle est présidente du conseil d'administration de la Lonato, elle est la SCGI, elle est à la SCGI, elle est aussi à, comment je peux l'appeler là? En tout cas, elle est dans plein de, au moins une demi-douzaine de sociétés, c'est elle qui est la patronne. C'est elle qui contrôle aussi AMU, AMU avec INAM, c'est elle, parce qu'elle a placé son gars là-bas, c'est elle qui contrôle INAM, c'est elle qui est AMU. Donc, elle a des compétences, je ne sais pas comment on appelle, transversales, elle intervient dans tous les domaines. Et elle fait la misère aux entreprises, aux entrepreneurs et tout ça. Maintenant, et comme ils ont de l'argent à ne pas finir au niveau de la caisse de sécurité sociale, c'est là-bas qu'on puise l'argent pour financer les activités bidons et tout ça. Et là, maintenant, elle a débloqué de l'argent pour commander des pagnes pour le 5 février. Vous allez voir les pagnes, on va voir les pagnes ensemble. Voilà les pagnes que la Caisse nationale de sécurité vient de commander, qui sont des wax qu'ils ont commandés pour comment appelle-t-on, le 5 février, les activités du 5 février. Et la caisse, c'est une propriété à la fois. La caisse a un statut d'une société parapublique. C'est-à-dire, c'est à la fois une propriété des syndicats, et de l'État et des travailleurs, et du patronat. Le patronat, les syndicats et l'État. C'est une gestion normalement collégiale. Voilà les pagnes qu'ils ont commandées, qu'ils ont mis le logo de la caisse là-dessus. Ce sont des wax qu'ils sont en train de donner aux députés, aux sénateurs. Ils ont commandé des sacs aussi. Des sacs. Et donc, voilà les pagnes, les sacs que la caisse a débloqué des millions pour commander et donner aux sénateurs. Je ne sais pas si on leur vend ou on leur donne. En tout cas, on est en train de distribuer ces pagnes-là pour le 5 février. Pendant ce temps, l'allocation familiale est à 2 000. Les gens qui ont cotisé, parfois, ont des difficultés à se faire servir à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et les gens sont dans la localité, n'ont pas d'eau potable. Et entre-temps, eux, leurs comptes sont approvisionnés. Ils ont des DAT partout, des comptes personnels qui sont généralement approvisionnés dans les banques togolaises. Les DAT qui s'augmentent tous les jours dans les banques togolaises, de centaines de millions dans les banques togolaises. Et personne ne leur demande des comptes. Donc, il était important que je puisse montrer le contraste entre les dépenses inutiles qui se font à la tête de l'État et les difficultés que les Togolais ont dans les villages à trouver ne serait-ce que de l'eau potable pour étancher leur soif. Pendant que la minorité est devenue autiste, elle a fermé les oreilles, elle dépense l'argent public comme elle veut, la majorité, laissant dans je ne sais pas comment les appeler, la plèbe, n'a même pas de l'eau pour étancher sa soif. Et c'est ces deux Togos-là que nous avons aujourd'hui. Le Togo, avec à sa tête, cette minorité comprador, cette mafia qui accumule toutes les richesses, qui est insolente, qui dépense l'argent public comme ils veulent, qui garnissent leurs comptes tous les jours, et cette majorité de Togolais qui, sous le poids de la misère, est obligée d'aller creuser des trous pour pouvoir trouver de l'eau et boire. C'est ça les deux Togos que nous avons. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. On va faire une petite pause, et cette pause nous servira à envoyer plusieurs personnes ici. Allez vous abonner sur les comptes YouTube ou les chaînes YouTube de certains de nos compatriotes que nous essayons de renforcer dans leur engagement. Je vous demande d'aller sur la page YouTube de M. Raoul Dagba. C'est un compatriote qui est aux États-Unis, très engagé. Vous suivez certainement ses vidéos sur YouTube et sur Facebook. C'est un ingénieur en informatique. Il est aussi à 16 heures perdu pasteur ou prédicateur. Donc, un grand frère qui est très, très engagé, qui est du côté des États-Unis. Allez vous abonner massivement sur le compte de M. Raoul Dagba. Il a plus de 6 000 followers. C'est sa chaîne YouTube. Et pouvoir suivre de temps en temps ses analyses. Je vous invite, on a 1-2 minutes pour faire ça.
pour aller nous abonner sur les comptes de M. Raoul Dagba du côté des États-Unis. Sa chaîne YouTube, s'il vous plaît, je vous le demande, allez vous abonner massivement sur la chaîne. On a 2 minutes pour le faire. Et puis on revient sur le gros dossier, le port autonome de Lomé. Je pense que, voilà, on a déjà fait plus d'une heure. On revient sur... on fait d'abord le cas de Raoul Dagba, on revient sur Afrique First TV. Le cas de Raoul Dagba. Ouais. Donc, on va faire ça rapidement. Et puis après, il y a un second compte d'un ami aussi, Africa TV, s'il vous plaît, Africa First TV. Oui, Africa First TV. Ici, il y a 33 000 abonnés. Vous pouvez aller aussi vous abonner. C'est un compte d'un ami, il m'a même mis en photo. Donc, vous allez aussi ici vous abonner à la chaîne YouTube de Africa First TV et vous abonner. Et on revient maintenant sur le gros dossier de la semaine, le dossier du port. C'est bon? OK. La technique, on peut jouer un petit son dans cette pause-là. Les vautours se disputeront encore, les hyènes suceront mes os dévêtus. Vous ne pourrez m'enterrer à ma mort, car toutes nos terres ont été perdues. Mais acquis en venant par là ici, un chef qui n'a plus au trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un coin d'or de maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Cette terre est à toi, c'est ta fierté. Merci. Merci à la technique. C'est le dernier live du mois. Et après le live de ce dimanche, je vais prendre quelques semaines de repos pour des contraintes professionnelles et puis administratives. Je vais prendre quelques semaines de repos et à partir d'aujourd'hui, peut-être 2 ou 3 semaines. Et je vais m'éloigner un peu je vais faire une petite pause. Le temps de m'occuper des choses qui sont que j'ai laissé traîner depuis un certain temps et qui me rattrapent sur le plan professionnel, sur le plan administratif. Et donc, j'ai des contraintes qui vont m'obliger à suspendre un peu les lives de dimanche pour 2 ou 3 semaines. Dès que j'aurai fini, je vais reprendre. Heureusement que nos frères de M106 sont repris, donc ils vont continuer par vous entretenir. Le temps pour moi de régler ces contraintes-là, je le dis professionnelles et puis administratif, avoir la tête vraiment dégagée pour pouvoir faire ces dossiers-là, ces courses-là, et reprendre après le travail. Donc, dès qu'on aura fini le live d'aujourd'hui, le dimanche qui suit le premier, il n'y aura pas de live. Le dimanche, je pense que le 8, il n'y aura pas de live. Après, il y a un dimanche qui se doit être le 15. Je verrai si j'ai fini, je vais prendre le 15 ou c'est après le 15. Donc, voilà, les dimanches qui vont suivre, il n'y aura pas de live. Ça permet aussi de prendre un peu de repos, j'arrive. Et quand je vais me reposer, et puis je vais gérer mes problèmes là. Je profiterai pour lire ce bouquin-là. J'ai pris ce bouquin il y a quelques jours, la FNAC. Ici, c'est un très bon bouquin. Les 21 qualités indispensables à tout leader. Les 21 qualités indispensables à tout leader. C'est pas cher, c'est vendu à 8 €. Pour ceux qui sont férus de lecture comme moi. Il faut beaucoup lire parce que lire nous permet d'être, je ne sais pas comment dire ça, lire c'est important, c'est très important. Donc voilà, ce bouquin-là, pour ceux qui veulent lire, les 21 qualités indispensables à tout leader, ceux qui veulent être des leaders. Et puis il y a ce livre que je trouve très intéressant, qui est vendu à 20 € pratiquement, 19,90 €. Quelques leçons intemporelles de la richesse, cupidité et le bonheur, Morgan Housel, la psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent, c'est un très très bon bouquin aussi que vous pouvez lire. Et il y a les mémoires d'Edem Kodio, que je n'ai pas encore récupéré, qui contiennent beaucoup d'informations. Peut-être dans les jours à venir, quand je les obtiendrai, on en parlera. Merci à la technique. Alors, on va parler du port autonome de Lomé. Je ne sais pas par où commencer, mais on va parler du port autonome de Lomé. Un très 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 gros dossier. 4 audits scandaleux. 4 audits scandaleux, les uns comme les autres. Et comme je le disais tantôt, une fois que j'aurai traité ce dossier, je remettrai l'audit sur la place publique pour que chacun puisse voir ce qui se passe là-dedans, pour que chacun puisse voir ce qui se passe dans ces audits-là. Mais avant d'attaquer le fond du dossier, je vais parler d'abord des pavillons togolais. Vous savez que le Togo a toujours été impliqué dans les affaires louches
hein, des affaires criminelles, dans les affaires douteuses sur le plan international. Et il s'est fait que depuis plusieurs années, même quand j'étais au Togo, on a fait beaucoup d'articles, d'autres journaux aussi ont fait beaucoup d'articles sur le pavillon togolais. Qu'est-ce que c'est que le pavillon togolais? C'est un agrément, hein, que le Togo donne à des armateurs, hein, des gens, des hommes d'affaires qui ont des bateaux et qui circulent dans le monde entier avec le drapeau togolais et qui se livrent à des activités criminelles ou douteuses et moyennant de l'argent. Donc, le gouvernement togolais prend de l'argent, il vend les pavillons, c'est des choses qui sont vendues, ils vendent le pavillon, et les gens sont dans les ministères, tout ça, et ils prennent de l'argent, et les armateurs, eux, ils se promènent dans le monde. Et quand on les arrête, c'est l'image du Togo qui est salie. Vous allez voir que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de navires en mer qui ont été arrêtés, arraisonnés soit par les États-Unis, soit par la France. Là, c'est le conflit avec le Venezuela, la Russie et tout ça. Mais il y a d'autres navires qui font dans le trafic de drogue, dans le trafic de stupéfiants, dans le trafic de migrants et qui portent le pavillon togolais. Il y a eu plein d'incidents. Il y a eu d'autres qui ont même coupé des câbles sous-marins, hein, d'Internet dans le monde entier et qui portent le pavillon togolais. Alors, on a fait une enquête là-dessus pour savoir réellement ce qui se passe et on découvre dans la foulée que avant, les armateurs venaient au Togo pour se faire délivrer l'agrément. Mais comme le chemin est de plus en plus long pour les armateurs, plus c'est des gens qui sont des mafieux, le Togo a cédé à la Grèce. Le Togo a sous-traité, hein, à la Grèce. Le Togo a donné le pouvoir, voilà, le Togo a donné le pouvoir à la Grèce de donner les pavillons au nom du Togo à ces armateurs-là. Puisque la Grèce est un État, est un pays en Europe qui est souvent cité dans toutes les affaires de pavillons qui jouent un jeu un peu bizarre. Donc le Togo a donné l'autorité à la Grèce de vendre les pavillons togolais à ses armateurs. On va voir le contrat que le Togo a signé avec la Grèce. La technique va montrer le contrat. Le Togo a signé un contrat avec la Grèce et c'est à la Grèce de vendre le pavillon togolais au nom de l'État togolais à ses armateurs. La Grèce prend l'argent et reverse ce qu'elle veut au Togo. Et donc, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de commissions. Ce qu'on voit dans le contrat, c'est pas ce qui est réel. Quand on voit l'argent que la Grèce verse au Togo, voilà le contrat. Donc, contrat officiel couvrant les activités d'immatriculation de navires au registre international de navires battant pavillon togolais entre le ministère des Infrastructures et des Transports de la République du Togo et International Registration Bureau, IRB de la Grèce. Donc, ce contrat, c'était le deuxième, ça c'est le deuxième contrat parce qu'il y en avait un avant, date de mai 2017. Donc, il y a les clauses du contrat, il y a tous les éléments de ce contrat-là, page par page. Donc, on a ce contrat-là. Et combien ce pays-là verse au gouvernement togolais et des gens prennent des commissions. Déjà, à l'époque, il y avait le ministre Nyofam, Nisao, Nyofam, qui a fait pas mal de désordre dans le secteur des transports. Et dans nos investigations, on s'est même rendu compte que le fils du ministre Nyofam est parti en Grèce faire un stage dans cette société-là. Vous voyez les combines. Donc, le fils du ministre Nyofam qui a fait les transports, le ministre des Transports, est parti en Grèce faire un stage dans cette société grecque. Visiblement, son fils voulait se spécialiser dans les activités maritimes. Donc, il est parti dans cette société pour faire un stage de 2 mois. Donc, il y a ce contrat-là. Et entre-temps, il y a le Togo et le Libéria qui avaient le plus fort taux de pavillons dans le monde. Le Togo était le deuxième, suivi du Libéria, derrière le Libéria, qui avait le plus grand taux de pavillons qui ont été vendus dans le monde. Mais les États-Unis ont commencé par regarder un peu dans cette histoire-là parce que les navires togolais étaient tout le temps arraisonnés dans les affaires de trafic. Et donc, le Togo a été obligé, donc il y a eu des saisines du ministère des Affaires étrangères au Togo par les États-Unis, probablement par le FBI. Donc, il y a eu beaucoup de courriers que le département d'État a envoyés au ministère des Affaires étrangères au Togo pour leur signifier, pour notifier les incidents impliquant les pavillons togolais. À partir de ce moment-là, il y a eu certains navires qui ont été radiés et le Togo est passé, et le Togo a fait semblant de dénoncer le contrat avec la Grèce, mais juste après ils ont repris. Et aujourd'hui, le Togo est 7e. Dans le classement des pavillons. Donc, vous avez le Libéria qui est toujours en tête, avec 5562 navires, donc dans la base de données que nous avons récoltée dans notre investigation. Donc, le Libéria a 5562 navires, le Nigeria a 1005 pavillons qu'ils ont vendus, la Sierra Leone 616 pavillons, la Tanzanie 524 pavillons, l'Égypte 553, les Comoro Island, c'est les îles Comoro, oui, je pense, 432, et le Togo arrive 7e avec 355 pavillons qu'ils ont vendus et qui circulent actuellement dans le monde. Et donc, 355 pavillons. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tous ces navires qui sont immatriculés avec le pavillon togolais, la plupart sont connus pour être des navires qui sont dans la contrebande. Et donc, il y a une base de données du BIT, donc le Bureau international du travail, qui recense tous les incidents des navires battant pavillon, quel que soit le pays, mais surtout les navires qui ont eu des problèmes et que les armateurs ont abandonné en abandonnant le navire et le personnel navigant. Parce que le personnel navigant, évidemment, saisit le BIT pour réclamer ses droits. Et donc, nous avons une base de données sur laquelle vous allez voir tous les navires togolais qui ont été impliqués dans les incidents, qui sont recensés par le BIT. La technique va passer ces incidents-là. Vous allez voir tous les navires togolais, battant pavillon togolais, qui sont impliqués dans ces incidents. Donc, vous voyez ici, vaisseau Blue Force. Blue Force, c'est le type de vaisseau, donc ça va, pavillon togolais, le type de navire qui c'est un pétrolier. Et donc, ce pétrolier-là, qui bat le pavillon togolais, mais qui est déclaré comme nationalité Cuba et Ghana, a eu des problèmes et a été abandonné au port minéralier de Ghana, Takoradi. Donc, ça, c'est un incident.
Vous voyez ça? Donc ça, c'est dans la base de données du BIT. Ça, c'est un incident qui est répertorié. Vous allez voir que le vaisseau Force, c'est aussi un autre incident d'un pays commun. Et là, c'est le pays Belize. Donc, tout ça, c'est des activités douteuses. Vous allez voir aussi ici d'autres. Il y a plein, une centaine de. Voilà, ça, c'est un navire Rougian. Donc voilà, le vaisseau Rougian. Donc c'est un truc chinois, nationalité Myanmar, mais battant pavillon togolais, qui a été abandonné le 7 septembre 2020 au port de la Chine en plein mouillage. Et donc, le BIT a répertorié tous ces navires poubelles, battant pavillon togolais. Donc vous allez voir un autre ici qui a été abandonné le 20 août 2020. Nationalité Venezuela. Donc le Togo a vendu le pavillon au Venezuela. Et le bateau a été abandonné au port de Curaçao. Et donc, tout ça, aujourd'hui, ces dossiers-là, ça intéresse vraiment les Américains. Ça, c'est les incidents liés à l'abandon du navire et à l'abandon du personnel. Mais il y a les incidents liés à la drogue. Ça, c'est répertorié sur une autre base de données que nous n'allons pas exploiter aujourd'hui. Donc, vous allez voir, tout ce que nous passons là, ça, c'est les éléments. Donc, le pavillon togolais abandonné. Jusqu'en 2025, on a toute une base de données. Jusqu'en 2025, comment le Togolais, ils vendent les pavillons et ils se font de l'argent à travers cette société en Grèce, qui avait signé ce contrat et cette société dans laquelle le fils de Nissao Nofab est parti faire un stage de 2 mois. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de cas dans lesquels l'image du Togo est impliquée. Et je vous le disais tantôt, sur le cas de la drogue et des navires qui coupent les câbles et qui font de la contrebande, du côté des États-Unis, on est de plus en plus regardant. Et je pense que ça va faire mal dans les jours qui viennent. Donc, je commence par cette histoire de pavillon battant, de navires battant pavillon togolais pour rentrer dans le grand dossier du port. On reviendra là-dessus. Pour ceux qui veulent les documents, je peux les partager avec vous. Le Togo, c'est décidément un État voyou. Donc, on rentre maintenant au port autonome de Lomé. Alors, il se passe quoi au port? Il se passe que le port autonome de Lomé est géré comme une boutique de quartier. Le contre-amiral Fogan Adénion, il a été nommé le 6 septembre 2005 comme directeur du port. Et donc, il fait 21 ans ou 20 ans comme directeur. Mais le port n'a pas de comptabilité sérieuse. Il n'a pas de logiciel qui retrace les opérations qu'ils font, en tout cas de logiciel fiable. Les gens viennent au port, ils prennent de l'argent dans la boutique, comme tu viens dans la boutique de ton père. Tu prends de l'argent, tu pars, il n'y a pas de registre, il n'y a rien. Le port décaisse de l'argent pour l'État. L'État ne rembourse pas. L'État demande au port parfois de faire des prêts. Après, ces documents ne sont pas consolidés. Bref, le port, c'est un bazar. Et chacun vient, il se sert comme il veut. Et à la fin, les Togolais n'ont rien dans les caisses. Alors, nous avons fait une série d'articles cette semaine sur ces audits dont nous avons obtenu copie. Il y a eu des audits en 2018, un autre audit en 2019, un autre audit en 2020 et un grand audit en 2021. Et les auditeurs de 2018 à 2020 ont été cambriolés en plein audit. Pendant qu'ils étaient là à faire l'audit du port, ils ont reçu la visite de curieux cambrioleurs qui ont emporté leurs ordinateurs, qui ont emporté un certain nombre de leurs documents et qui ont disparu. Et donc, les auditeurs ont eu toutes les difficultés à obtenir un certain nombre de documents au port déjà. Et pendant qu'ils étaient en train de faire l'audit, ils ont été cambriolés à leur lieu de résidence, à leur lieu de travail. Ils ont reçu la visite de cambrioleurs bizarres et qui ont emporté un certain nombre de leurs documents. Ensuite, il y a eu un très grand audit en 2021 qui fait 361 pages. Voilà, qui fait 361 pages, 369 pages. Cet audit-là, je vais le partager avec vous. Et en somme, ce que les audits ont révélé au Togo, je vais vous le résumer. Ce que les audits ont révélé. Alors, premier cas, je vais revenir là-dessus. Premier cas. 5 administrateurs du port autonome de Lomé, y compris le président du conseil d'administration, nommés pour 4 ans depuis 2002, sont toujours en poste. Écoutez très bien. 5 administrateurs autonomes du port autonome de Lomé, y compris le président du conseil d'administration, nommés pour 4 ans depuis 2002, sont toujours en poste sans renouvellement de leur mandat. Cette situation fait courir le risque de nullité de toutes les décisions du conseil d'administration depuis 2007. Premier point. Deuxième point. Le port autonome de Lomé ne dispose pas de titre de propriété sur son domaine foncier. Le port autonome de Lomé ne dispose pas de titre foncier sur son domaine de propriété. Malgré les milliards que le port se fait, le port n'a jamais immatriculé son domaine foncier dans le registre de foncier du Togo. Deuxième observation. Troisième observation. Le port ne dispose pas de registre paraphé et coté du tribunal pour le suivi des résolutions du conseil d'administration et ceux du conseil de surveillance. Il n'y a pas de registre, rien. Il n'y a pas de registre paraphé. Le conseil de surveillance du port n'a pas été élu. Le conseil de surveillance du port n'a pas élu en son président conformément au statut. Quatrième observation. Cinquième observation. Le port autonome de Lomé ne dispose pas d'outils de contrôle des redevances qui lui sont dues au titre des contrats de concession portuaire. En ce qui concerne les revenus de la manutention terre et de la manutention bord, ce sont les concessionnaires eux-mêmes, donc Togo Terminal et LCT, qui, sur la base de leur propre déclaration, versent les revenus qu'ils estiment devoir au port autonome de Lomé. Une estimation sommaire a permis de découvrir que les concessionnaires ont largement abusé de ce manque de système de contrôle et que le préjudice annuel pourrait avoisiner 1 milliard de francs CFA en ce qui concerne les revenus domaniaux, juste les revenus domaniaux. Il n'y a pas de systématisation des revenus des contrats de concession, ni de ceux des contrats de location
avec une pratique systématique de la sous-location. Le préjudice annuel est estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Sixième observation. Technique, attendez, j'arrive. On va définir les images un à un. On fait aujourd'hui un live très technique. Certains concessionnaires ont gardé par devers eux des montants collectés au titre des contrats de concession portuaire. Afripesage, Logitrans, Bolloré. Le préjudice se lèverait à près de 4 milliards 900 millions de francs CFA, presque 5 milliards. Le préjudice. 7. Le port n'a pas payé depuis plus de 4 ans les licences informatiques dues à l'éditeur du logiciel Oracle. Cette situation expose le port à une action juridique en réclamation des droits de propriété sur le logiciel utilisé qui pourrait se lever à plusieurs milliards. Donc, le port autonome de Lomé utilise à crédit ou bien frauduleusement un logiciel informatique pour faire ses comptabilités. Oracle. Le port autonome de Lomé, une autre observation, a versé 7 milliards 37 millions de francs CFA à son notaire, Madame Adjoa Hunt Akerebourou, pour indemniser les collectivités propriétaires de son domaine. Je répète, le port autonome de Lomé a versé 7 milliards 37 millions de francs CFA à son notaire, Maître Adjoa Hunt Akerebourou, pour indemniser les collectivités propriétaires de son domaine. Et c'est ceci qui est intéressant. Selon les auditeurs, il n'existe à ce jour aucune preuve du versement des fonds décaissés aux collectivités en question, exposant le port à des poursuites judiciaires. En résumé, le port a donné 7 milliards 37 millions à une notaire pour payer les collectivités propriétaires des terrains, mais à ce jour, le port n'a aucun élément de preuve si ces fonds décaissés ont été versés aux collectivités ou non. 7 milliards 37 millions. Un autre point, l'impossibilité pour le port de recouvrer un prêt de 2 milliards 809 millions de francs CFA contracté pour acheter des véhicules dans le cadre du sommet sur la sécurité maritime. À cet effet, ces véhicules ne figurent pas dans le patrimoine du port autonome de Lomé. Et ce dernier ne dispose d'aucune trace, d'aucune information sur la localisation des véhicules. On attend ici un peu. Alors, lors du sommet sur la sécurité maritime, qui a eu lieu au Togo, je ne sais plus quelle année, vous allez me donner l'année dans les commentaires, le gouvernement estimait n'avoir pas d'argent. Donc, le gouvernement fort appelle le ministre des Finances et lui demande est-ce qu'il y a de l'argent? Le ministre des Finances dit qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, c'était une réunion au cours de laquelle il y avait le ministre des Finances et le ministre des Transports. Donc, je pense Nyofa. Et Nyofa lui dit oui, que lui peut trouver de l'argent. Et on demande au port d'aller faire un prêt. Ce n'est pas l'argent qui est sorti dans les caisses immédiates du port. Le port, on a demandé au port d'aller faire un prêt. Donc, le port va dans une banque, fait un prêt de 2 milliards 809 millions de francs CFA, pratiquement 3 milliards, pour aller acheter des limousines, pour mettre ces limousines à la disposition du sommet maritime. Donc, pratiquement 3 milliards que le port est parti emprunter dans une banque. Donc, certainement avec, après, des intérêts. Donc, le port achète ces voitures-là, qu'il met à la disposition des organisateurs du sommet sur la sécurité maritime. Après le sommet sur la sécurité maritime, il revient de bon droit que les voitures soient restituées au port pour que le port puisse conserver ses voitures dans son patrimoine. Si le port n'en a pas besoin, le port va vendre ses voitures. Donc, on ramène, donc une fois le sommet terminé, les voitures disparaissent. Les voitures ont disparu. Les voitures disparaissent. Et le port n'arrive pas à localiser les véhicules. Alors, lors d'un sommet, lors d'une réunion de conseil de surveillance, la question a été soulevée. Et le ministre des Finances d'alors, Sani Yaya, dit que oui, lui, il a bloqué les voitures. Parce que quand la question avait été posée devant le chef de l'État, son collègue des transports a voulu l'humilier et a pris l'initiative solitaire sans son avis. Maintenant que le sommet est fini, lui, il a saisi les véhicules. Et donc, ces véhicules, je pense que c'est une cinquantaine de véhicules, on ne sait pas à ce jour où sont ces véhicules qui ont servi à organiser le sommet maritime. Pendant ce temps, le port est obligé de payer le crédit à la banque. Donc, le port continue de payer le crédit là qu'il a pris dans cette banque pour acheter ces véhicules-là. Donc, presque 3 milliards. Donc, ces véhicules ont disparu. 3 milliards. D'accord? Ces véhicules ont disparu. Ensuite, le port autonome de Lomé a versé, dans le cadre des travaux de voirie interne, donc il y avait des travaux de voirie interne, le port a versé 3 milliards 953 millions à titre d'avance à l'entreprise SECO-BTP. Presque 4 milliards. Donc, le port, dans le cadre des travaux de voirie interne, a versé à SECO-BTP 3 milliards 953 millions, presque 4 milliards. Les travaux n'ayant jamais été exécutés, donc SECO-BTP n'a jamais réalisé les travaux, l'entreprise, donc SECO-BTP, a versé au port 2 milliards de francs, a reversé au port 2 milliards de francs, et il restait 1 milliard 953 millions que le port n'a jamais su recouvrer jusqu'à ce jour. Je résume. Dans le cadre de la voirie interne au port autonome de Lomé, le port a sollicité les services de l'entreprise SECO-BTP et le port a donné à titre d'avance à l'entreprise 3 milliards 953 millions, donc pratiquement 4 milliards. Mais l'entreprise n'a jamais réalisé les travaux et le port a exigé qu'on lui reverse l'argent. L'entreprise ne lui a reversé que 2 milliards. Les 1 milliard 53 millions, les 1 milliard 953 millions, donc pratiquement 2 milliards, sont passés pour pertes et profits. C'est mis dans le rapport. Voilà. Voilà, et c'est ce que les auditeurs disent. Les auditeurs disent ce processus n'est pas cependant allé à son terme, puisque suite à une décision du conseil d'administration, donc c'est le conseil d'administration du port qui fait passer le reliquat de l'argent que SECO-BTP doit verser, donc 1 milliard 953 millions pour pertes et profits. Je vous lis la phrase.
Ce processus n'était pas cependant à législation interne, puisque suite à une décision du conseil d'administration du 17 avril 2019, le reliquat de l'avance versée a été passé comptablement en perte sans faire appel totalement à la garantie bancaire et en contrepartie d'une collaboration future de l'entreprise SECO-BTP. On continue. Le port autonome de Lomé maintient dans ses livres au bilan une avance, donc un crédit accordé à AISEG. AISEG, c'est l'agence de la sécurité aéroportuaire de l'aéroport général Nesbé Yadema. Donc, AISEG est venu voir le port et dit au port que j'ai des difficultés financières, je n'ai pas d'argent, mais je veux faire des travaux au port, nous n'avons pas d'argent, notre caisse n'est pas solide. Le port, qui se comporte comme une microfinance, donc FUSEC, donc le port est devenu la FUSEC, je ne sais pas quelle microfinance vous connaissez, FUSEC ou je ne sais pas quoi. Donc, le port avance à AISEG 337 millions de francs CFA en 2013. Et après, AISEG refuse de payer l'argent. Donc, ça aussi s'est passé pour perte et profit. Une autre observation, le port a avancé 250 millions au ministère des Mines et de l'Énergie. Vous savez que quand on devait construire la plateforme de LCT, il fallait déplacer les compatriotes qui puisaient le sable là-bas. Donc, il fallait leur trouver un autre site. Ceux qui puisaient le sable au rond-point là, au port, avant le rond-point du port. Donc, il fallait les déplacer pour leur trouver un autre site avant de construire la plateforme de LCT. Alors, on a demandé au port d'avancer 250 millions. Donc, le port a donné 250 millions comment vous appelez ça, au ministère des Mines et de l'Énergie, à l'époque occupé par le tout-puissant voleur d'Amipi. Donc, Damipi a pris les 250 millions pour aller acheter dans le Zion de nouveaux sites sablonneux pour permettre aux exploitants du sable de continuer à faire leur travail. Damipi n'a utilisé que la moitié des frais, 112 millions pour acheter le site. Les autres, le reste de l'argent a disparu entre Damipi et M. Benbertan, qui était à l'époque le DG des Mines. Le DG des Mines. Donc, le reste de l'argent a disparu entre Damipi et Benbertan. Maintenant, le port exigeait le remboursement de l'argent, le port ne l'a pas obtenu. Et ensuite, le site devait appartenir au port. Une fois que le site a été acheté avec l'argent du port, le site devait appartenir au port. Là aussi, ils n'ont pas reversé le site au port autonome de Lomé. Une autre anomalie, et là, je vais revenir là-dessus, c'est très intéressant. Le port a payé plus de 8 milliards à la société informatique ACL depuis le début de leur collaboration, depuis 2012. Je vais revenir sur ce contrat spécifiquement. Le port a payé plus de 8 milliards à la société informatique ACL depuis le début de leur collaboration. Cette société s'occupe du logiciel de facturation, héberge des serveurs de secours dans une villa attribuée à elle par le port. Une grande partie des revenus du port est sous-facturée. Écoutez-moi très bien. Une grande partie des revenus du port est sous-facturée du fait d'une mauvaise informatisation des revenus du port. Le manque d'interface entre les différents systèmes informatiques permet d'omettre les facturations des navires entiers et de facturer des tarifs de marchandises en transit pour les marchandises en réalité destinées à la consommation locale. Avec un préjudice de 50 000 francs par jour par conteneur pour le port. Une évaluation sommaire estime que la perte des revenus annuels pour le port est entre 4 milliards et 5 milliards de francs CFA. ACL garde également près de 700 millions de francs CFA dus au port autonome de Lomé dans le cadre de la retour-commission de 30% à verser. Je reviendrai sur les détails. 14. Observation. Le port paye des dockers, contrairement à son organigramme initial, qui distinguait le bureau de main-d'œuvre et de la zone portuaire de la responsabilité de la personnalité morale du port. Sans enregistrer dans ses livres les revenus relatifs à l'activité de ces dockers. Le préjudice annuel est estimé à 700 millions pour le port autonome de Lomé. Une autre observation. Dans plusieurs cas, les limites de pouvoir de la direction générale et de son comité de direction ont été excédées sans recours au conseil d'administration et au conseil de surveillance. Chaque année, le préjudice de ces actes anormaux de la gestion est de près de 2 milliards de francs CFA pour le port autonome de Lomé. Voilà les quelques observations qui ont été faites suite à ces audits qui ont été organisés au port autonome de Lomé. Il y a des choses qui relèvent. On va voir. Le port a investi dans Jeune Afrique. Je demande à la quelqu'un de me passer l'article. Le port a investi dans Jeune Afrique, a pris des actions dans Jeune Afrique, a pris des actions dans Sotral, a pris des actions dans Handling, et je ne sais pas quoi. Donc, vous avez des journalistes qui sont à Lomé, qui n'arrivent même pas à avoir une simple publicité du port autonome de Lomé, même une petite publicité, ils n'en ont pas. Mais le port est parti investir dans Jeune Afrique. Et les auditeurs se demandent quel est le lien entre l'activité portuaire et Jeune Afrique. Surtout que le port n'a jamais obtenu de dividendes venant de Jeune Afrique. Le port a investi dans Sotral. Si on peut voir le tableau, le tableau dans l'audit, où on voit ce que le port, ce qu'on dit. Donc, l'ensemble de ces sociétés dans lesquelles le port a pris des actions, donc vous avez Sazov, vous avez le groupe Jeune Afrique, vous avez la société togolaise de Handling, vous avez Askai International, vous avez Togo Terminal, vous avez Société Aérotransport. Le port a investi, a pris des actions à hauteur de 112 milliards, 1 milliard 057 millions 660 000 francs CFA que le port a pris comme action dans ces différentes sociétés. Et les auditeurs n'en revenaient pas. Maintenant, voilà les sociétés. Voilà. Ne vous en faites pas, je mettrai tous ces éléments. Voilà les sociétés dans lesquelles... non, ce n'est pas ça non plus. Ne vous en faites pas, je mettrai ce document à votre disposition pour ceux qui veulent la lire, parce que si je veux rentrer dans les détails, je vais avoir les mots de texte. Mais je vais parler exclusivement d'un monsieur. Je vous ai parlé tout à l'heure du système informatique. Voilà. Et de facturation du port autonome de Lomé. Je vais vous parler d'un monsieur. Nous avons fait une dizaine d'articles, vous pouvez voir ça sur notre site internet cette semaine, sur le port. Je vais vous parler d'un monsieur. Il y a, avant de parler de ce monsieur, le port autonome de Lomé, avant 2012,
avant 2012, le système de facturation du port autonome de Lomé était assuré par une société française qu'on appelait Cargo. C'est une ancienne société française qui facturait, qui s'occupait de la facture, donc du système informatique du port autonome de Lomé. Et dans cette société Cargo, travaillait un certain monsieur qu'on appelait M. Bocor, qui est de nationalité béninoise. M. Bocor, je pense Philippe Jean-Marie, quelque chose comme ça, qui travaillait dans cette société Cargo, qui s'occupait de la facturation du port autonome de Lomé. Du jour au lendemain, ce M. Bocor démissionne, il démissionne de sa société, et il démissionne de la société française, et va créer une autre société du nom de ACL. Et donc, il crée une société qu'on appelle ACL, et du jour au lendemain, le port lui donne le contrat, le port résilie son contrat avec la société française et donne à ce monsieur le contrat de facturation en 2012. Nous allons passer le contrat tout à l'heure, vous allez voir le contrat, s'il vous plaît, technique. Donc, le port signe en 2012 à M. Bocor le contrat pour s'occuper du système informatique et de la facturation de tous les revenus du port. Voilà le contrat de partenariat. Donc, contrat appui au port autonome de Lomé pour le développement et l'exploitation d'une plateforme de service, s'il vous plaît, vous pouvez reculer un peu. Voilà, l'exploitation d'une plateforme de service avec le système d'information portuaire, donc PSP et puis ZIP, Cargo. Donc, avant c'était Cargo. Donc, ce monsieur crée une entreprise qui s'appelle Africa Consulting Leaders, ACL, une entreprise SAL de monsieur Philippe Amavi Bocor. Il est béninois de nationalité. Donc, le port lui donne ce contrat pour installer le système informatique et de facturation. Sauf que c'est un contrat gré à gré, et le port devait lui verser chaque année 800 et quelques millions. J'arrive, je vais vous donner le montant. Le port devait lui donner chaque année. Le port devait lui verser. Quand je me dis ces choses-là, j'ai mal à la tête. Franchement, ce qui se passe dans le pays, ça sort de l'entendement. Donc, le port lui doit chaque année, depuis 2012, 849 600 000 francs CFA. C'est le contrat qui a été signé pour la facturation. 849 600 000 francs CFA. Dans le processus de la signature du contrat, gré à gré, ce que les auditeurs ont dénoncé, il a été arrêté avec le port que c'est M. Bocor qui devait préfinancer les travaux de la création de la plateforme. La question que les auditeurs se posent est de savoir, mais une plateforme informatique, ce n'est pas une route, ce n'est pas un immeuble, ce n'est pas un bien, je ne sais pas quoi. Et donc, le port ne peut pas accepter que le monsieur puisse préfinancer ces travaux-là, parce qu'il n'y a aucune preuve que ce travail intellectuel a bénéficié d'un crédit de quelque part, parce que c'est un travail intellectuel. Mais ils ont accepté les termes de ce contrat que le monsieur va préfinancer les travaux. Donc, du coup, quand le monsieur préfinance les travaux, c'est le port qui le paye. Sans avoir... le port paye l'argent qu'il a dépensé pour concevoir le système informatique. Sauf que personne n'a la preuve qu'il a dépensé de l'argent pour concevoir le système informatique. Donc, le port le paye chaque année 849 millions de francs CFA. Maintenant, le système qu'ils ont mis en place, c'est que toutes les factures qui passent dans son système, donc le CIP, les fonds qui sont générés sont versés dans un compte qui est joint. Et dans ce compte qui est joint-là, le monsieur-là, parce qu'il a préfinancé les travaux de la plateforme informatique, il a 60% des revenus et le port a 30%. Écoutez-moi très bien. Sous prétexte que c'est lui qui a préfinancé les travaux de la plateforme informatique, toutes les factures, tout ce que les factures vont générer, toutes les factures qui sont traitées sur la plateforme de M. Bocor dans le site, l'argent qui sera généré par ces factures-là sont mis dans un compte commun où c'est le port et M. Bocor qui ont la signature. Et dans les termes du contrat, M. Bocor doit prendre son 10% et le port va prendre 30%. Donc, si le système de facture dégage 1 milliard à la fin de l'année, M. Bocor prend 70% et le port prend 30%. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui est derrière le fameux M. Bocor. C'est un homme très puissant au Togo. Il est très puissant. Personne ne sait qui est derrière lui. Donc, sur toutes les factures qui passent par sa plateforme, je vais vous donner le contrat. Ne vous inquiétez pas. Tous les documents que je suis en train de décrypter là, je vais le mettre sur la place publique. Je vais prendre 2 semaines de repos. Donc, je vais vous laisser les documents. Vous allez vous-même les analyser. Je vais laisser les documents. Et donc, il prend 70% et le port prend 30%. Le port s'est rendu compte que ce contrat ne l'arrange pas. Donc, le port, après, ajoute une surcharge de 5%. Sauf que, à chaque fois qu'on réalise les recettes, M. Bocor, il prélève sa part sans l'avis du port. Parce que normalement, c'est les deux qui signent. Mais M. Bocor a le pouvoir de prélever automatiquement ces 70% sans avoir le visa du port autonome de Lomé. Donc, après, ils ont signé des avenants. Ils ont signé 2 avenants. Et dans les 2 avenants, le port a tenté de se rattraper. Sauf que, toujours dans ce système-là, la société de M. Bocor ne prend plus les 70% sur les factures qui passent seulement par sa plateforme, mais il prend 5%. Ouais. Il prend 5% de tout le revenu total du port. Il prend l'argent sur tout le revenu total du port. C'est-à-dire, même ceux qui ne passent pas par sa plateforme, il prend l'argent sur ça. Et il a signé plusieurs avenants. Plusieurs avenants. Je vais mettre les avenants à votre disposition. Et personne ne sait qui est derrière ce monsieur. Il est tellement puissant. Et donc, une grande partie des recettes du port tombe dans les mains de ce monsieur. Voilà les avenants. Voilà la situation du prestataire. Voilà la situation du prestataire. Donc, observation. Et donc, les auditeurs ont relevé que la plateforme
plateforme de traitement informatique des facturations de M. Bokor est un passoire, ou bien c'est une passoire ou un passoire qu'on dit. C'est une plateforme qui n'est pas fiable. Ah, mais si on a nos plateformes, pour facturer nos plateformes, c'est les auditeurs qui ont relevé ça. Que c'est une plateforme qui n'est pas fiable. N'importe qui peut rentrer sur la plateforme et glisser une facture. C'est-à-dire, moi, Ferdinand, je peux rentrer dans le dispositif de la plateforme, je peux mettre une facture et je vais dire, la société Ferdinand et Fils, le port a travaillé pour la société Ferdinand et Fils et le port doit 1 milliard à la société Ferdinand et Fils. Je peux glisser une facture dans le système. C'est les auditeurs qui ont relevé ça. Je vous lis ce qu'ils ont écrit. Je vous lis ce que les auditeurs ont écrit sur ce système de facturation qui est d'une gravité pas possible. Notre pays est à terre, hein. Les gars, ce que je dis là, moi je n'ai pas toute l'énergie pour décortiquer tout ça parce que j'ai les mots de tête. Voilà ce que les spécialistes disent. Ils disent, la revue du contrôle, il dit, la revue du chiffre d'affaires et des autres dépendances informatiques a mis en évidence les constats suivants. Écoutez très bien. La revue du contrôle sur la numérotation des factures a mis en évidence 1295 numéros de factures manquants. Ça, nous sommes en 2019. En 2019, quand les auditeurs ont analysé les éléments, ils ont constaté qu'il y a 1295 numéros de factures qui manquent sur la plateforme de M. Bokor, exercice 2019. Cette situation soulève un risque d'exhaustivité de la fraude sur le chiffre d'affaires. 1. 2. Il n'existe pas d'interface automatique entre les logiciels de facturation GDP et SIPE et le logiciel comptable Perfora. En effet, les transactions sont importées en comptabilité par l'exécution de scripts par la direction des systèmes d'information. Cette situation soulève un gros risque de manipulation et donc d'inexactitude du chiffre d'affaires. C'est eux qui le disent. Troisième observation. Nous sommes en 2019. Il n'existe pas de séparation effective des tâches d'initiateur et de valideur dans le processus de facturation dans le logiciel de facturation SIPE. Au cours de l'exercice 2019, sur un total de 129 866 factures émises, 125 583 ont été initiées et validées par une seule personne. Une seule personne a initié et validé 125 583 factures sur la plateforme. Et seulement 4 283 ont fait l'objet d'une séparation des tâches effectives. Au niveau du système de facturation, l'application n'est pas conçue pour assurer la séparation des tâches de la facturation. Cette situation est un non-respect au principe de contrôle interne et soulève un risque de fraude au niveau du chiffre d'affaires. Les données de la facturation renseignées dans SIPE venant de la capitainerie ou du guichet unique sont vérifiées ou rapprochées avec leur dossier physique source respectif. Cependant, aucune évidence de la matérialisation de ce contrôle n'a été émise. Donc, voilà les conneries que vous retrouvez dans ce rapport. Moi, je ne sais pas si je peux tout vous lire. Il y a eu l'audit de 2020, 31 décembre 2020. Il y a eu l'audit de 2019. Il y a eu l'audit de 2021 qui fait 369 pages et qui relève toute la gabegie qu'il y a au port autonome de Lomé. Les gens dépensent de l'argent comme ils veulent. Et le système même de facturation, des honoraires des avocats. Il y a 3 avocats qui travaillent pour le port depuis 20 ans sans être soumis à la concurrence avec d'autres cabinets. Les auditeurs ont relevé ça. Et leur système de facturation d'honoraires prête à polémique. Il y a en tout cas, il y a plein de trucs de rapport. Il y a des villas que le port a construit. La présidence s'est levée un matin, ils ont pris les villas, ils ont dit au port de céder les villas. La présidence a pris une villa, une autre villa a été attribuée comme une propriété à Niasimbe. Il y a un gros dossier avec la société Boluda. Et ça aussi, c'est un scandale. La société Boluda, France, c'est auprès d'elle que le Togo a acheté 2 remorqueurs de navires, le remorqueur 5AC et le remorqueur Blika. Et c'est une société française qui a conçu les remorqueurs. Du jour au lendemain, cette société vient s'installer au Togo et vient mener des activités de remorquage. Et on demande maintenant au port qui a dépensé de l'argent pour acheter ces remorqueurs, de céder ces remorqueurs à la société Boluda. Donc, la société Boluda auprès de laquelle le Togo a commandé ces remorqueurs, elle vient s'installer à Lomé, alors qu'elle a déjà reçu l'argent pour la conception des remorqueurs, elle vient s'installer à Lomé et on oblige le port à lui remettre les 2 remorqueurs que le port a achetés auprès de la même société, sans prendre un seul franc. Sans prendre un seul franc. Et la société Boluda exploite les 2 remorqueurs et ne rend aucun compte au port autonome de Lomé. Ils prennent de l'argent. Mais c'est des incongruités pas possibles. Donc, moi, je ne peux pas tout décortiquer parce que j'ai déjà la tête qui est très chaude. Je vais mettre ce rapport à disposition de ceux qui veulent l'avoir. Tous ces rapports-là, tous ces documents. Il y a société Boluda, ce n'est pas Boluda, Boluda. Vous allez voir ça dans le truc Boluda. Si la technique peut mettre ça sur le truc, la société Boluda. Donc, vous allez voir énormément de bêtises. Et vous vous posez la question si le Togo est encore un pays qui est géré. Et il y a des milliards qui s'envolent comme ça. Des milliards. Donc, ce monsieur Bokor qui se fait des milliards et qui a un logiciel de facturation frauduleux et qui a un logiciel de facturation qui n'est pas sécurisé, que les gens manipulent selon leurs désirs, ce monsieur Bokor, il est toujours là, on lui suit les avenants, on ne sait jamais qui est derrière lui. Qui est derrière lui. Et donc, je pense qu'il y a des députés au Togo, entre griffes. Il y a des députés au Togo, entre griffes. Il y a les hommes politiques au Togo qui veulent le pouvoir, entre griffes. Il y a les acteurs de la société civile au Togo. Je mets tous ces éléments à votre disposition pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire dans son domaine de compétences. Si les députés peuvent interpeller le gouvernement,
ils peuvent le faire. Si les hommes politiques peuvent interpeller, ils peuvent le faire. Si les hommes de la société civile peuvent demander des comptes de la gestion qui est faite du port, qui est le patrimoine de tous les Togolais, ils peuvent le faire. Je mettrai ce document à la disposition de tout le monde. Voilà, moi, ma contribution, ce que je peux faire dans ce travail-là. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a tellement de trucs, je ne peux pas les aborder tous. Mes techniciens aussi sont débordés parce qu'il y a des documents qui sont enfouis au cœur même d'un document de 369 pages. On ne peut pas défiler tout ici, page par page, et les commenter. Moi, je les mettrai à votre disposition. Et ceux qui ont un quelconque espace de pouvoir au Togo, qui peuvent demander des comptes à Ford Yacibé et à son ami Fouga Adénion, ils peuvent leur demander. Concernant cette dame qui a pris les 7 milliards pour dédommager les propriétaires terriens, le port et les auditeurs ont demandé le contrat qui lie Madame Hunt Adjoa au port autonome de Lomé. Elle n'a jamais fourni les contrats. Elle a refusé de fournir toute documentation. Elle a demandé, ils ont demandé au port de leur fournir. Ils n'ont pas voulu fournir. Il y a plusieurs opérateurs économiques qui ont fait des prestations, soi-disant, des prestations pour le port autonome de Lomé. Les auditeurs ont demandé à ces prestataires de donner les factures qu'ils ont, les contrats qui les lient avec le port. Ils n'ont jamais donné. Je vais vous lire. Il y a un résumé de oui, ceux qui m'écrivent, ne vous inquiétez pas, je vais vous partager le rapport. Je finis et puis je m'occupe de ça. Je vais vous partager le rapport. Et chacun pourra faire sa petite idée de la manière dont le Togo est gouverné. C'est des documents explosifs. Hein? C'est des documents très explosifs. Ne me demandez pas comment je les ai eus. Je suis un journaliste. Hein? Le journaliste, il va chercher des informations pour le public. Je vais vous lire des parties qui ont été mises en exergue dans le rapport synthétique. Vous allez voir. Togo, vite qu'il y a. Il va le gérer chez moi. Voilà. Oh, les milliards s'envolent là-bas comme je voulais vous lire quelque chose d'important avant de finir. Mais bon, parce que c'est énormément de documents. Même il y a un scandale lié à la TVA. Et puis les auditeurs ont dit que les bureaux du port sont très sales. Mais bureaux au pourri, rideaux au pourri, aiguilles au pourri, tout est sale au port, dans les locaux, tout ça. Tout le bâtiment est sale. L'intérieur des bureaux sont sales. Les rideaux sont sales. C'est écrit dans le rapport. Tout est sale, tout est délabré au port. Les rideaux, hein, même les rideaux, ils n'arrivent pas à changer. Peinture, ils n'arrivent même pas à faire sur le mur. Rien du tout. Comme des gens qui sont... Et le port a des crédits dans plusieurs banques, a des découvertes dans plusieurs banques. Voilà. Nous n'avons pas toujours obtenu les pièces justificatives de l'apurement poste. Nous n'avons pas obtenu les contrats des fournisseurs ci-dessous. Eiffage, Génie Civil, GTA, CED, NCA Togo, M. Dobrous AD, Boluda Lomé, Total Togo Énergie, Logistrans, Univers Tout Service, Cap Togo, Établissement La Bonne Semence, Système Technologie HSI, Société Orient Mercante. Donc, toutes ces sociétés-là, les contrats qui les lient, le contrat de fournisseur qui les lie avec le port, ils ont refusé de les donner aux auditeurs. Aucun document. Mais ils ont été payés. Des centaines de millions sont sortis des caisses du port pour payer ces gens-là. Donc, bref, bientôt. Je vais m'en arrêter là parce que, voilà, on se bat pour le Togo, mais on va prendre aussi un peu de repos parce que là, ma patrie. Donc, comme je vous l'ai promis, moi, je mets ces documents à votre disposition et pour que vous ayez une idée de comment le pays est géré. Ceux qui ont fait l'expertise comptable, ceux qui ont fait le droit, ceux qui ont fait l'économie, vous pouvez vite comprendre. Et vous pouvez vite comprendre les termes, les terminologies. Et voilà. Et le reste, bon, chaque Togolais peut juger de ce qui se passe dans notre pays. Bon, il y a un ministre de l'économie maritime qui vient d'être renommé. Peut-être qu'ils vont profiter pour nettoyer la boîte. Moi, je n'en sais rien. Oui, l'amiral sans frégate ni destroyer. C'est un amiral avec une pirogue. Donc, voilà ce qui se passe au port autonome de Lomé. Et des choses pas possibles. Ouais, je peux remettre les documents. Il n'y a pas de souci. Il y a des journalistes aussi qui m'ont demandé, je vais vous transmettre ça, il n'y a aucun souci. Et je pense que je vais m'en arrêter là, je suis bien fatigué. Et comme j'ai eu à le dire, les 2 prochaines semaines, je ne ferai pas de live, j'ai des obligations professionnelles et administratives. Je vais me concentrer sur ça. Et puis après, bon, je vais revenir peut-être dans la 3e semaine du mois de février. Donc les 2 prochains dimanches, il n'y aura pas de live. Je m'excuse vraiment, mais j'ai besoin de prendre un peu de temps pour régler ces temps de problèmes. Vous savez, quand on est en exil, ce n'est pas évident. Il y a des contraintes administratives, beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas évident. Donc, j'ai des choses à gérer, à évacuer, des documents de moi-même, des enfants et tout ça. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je vais prendre vraiment un peu de temps pour régler tout ça et revenir en force. Mais la seule chose que je fais, c'est que je mets tous les documents à vos dispositions. Ceux qui font des lives et qui ont besoin de ces documents-là, vous me rentrez dans mon inbox, je vous donne tout ça. Et le temps que, bon, moi, je vais me reposer un peu. Donc, je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à présent. Merci à tous nos amis qui nous
nous accompagnent. Je voudrais dire un sincère merci à mes amis prêtres. Hein. Ils m'appellent les prêtres du dimanche, mais eux, c'est eux les vrais prêtres du dimanche. Je vous dis merci pour tout et merci pour l'accompagnement spirituel. Merci pour l'accompagnement spirituel. Merci pour tout ce que vous faites. Il y a quelqu'un, je vais vous raconter une petite histoire avant de terminer. Il y a quelqu'un qui m'a appelé sur mon numéro togolais, qui insiste depuis 3 jours. Généralement, je ne décroche pas quand c'est un appel direct, parce que j'estime que quand quelqu'un a besoin de moi, il m'écrit par WhatsApp, qui insiste. Et ce matin, la personne a encore insisté. Et puis, je décroche. Puis, la personne commence à m'envoyer les mots incantatoires, ça me donne quoi. Et tu vois, ça aussi, ça marche. Je ne sais pas s'il y a des choses comme ça qui marchent. Quoi. La personne a commencé par envoyer des paroles incantatoires, tout ça. J'ai dit, oh, c'est quoi ces conneries-là? Et puis, j'ai raccroché. Donc, pour vous dire que tous les jours, c'est ça. Donc, on essaie de vous envoyer des virus, des gens qui font des trucs et tout ça. Mais bon, moi, je n'étais pas ça. Moi, mon niveau spirituel est très élevé. Donc, je ne suis pas dans ces genres de comédiens où on peut croire que, bon, là, mais les décrocher le téléphone, là, ça me dit le téléphone. Mais il y a des millions, moi, ça me doit le téléphone. Oh, vous croyez à ça? Ça me doit le téléphone. Il n'y a qu'à toi, il y a quelqu'un comme dans la bague. Blague. Ça me doit le téléphone. Il y a le téléphone, le sac me doit. Donc, quand vous n'avez pas réussi notre extradition, c'est la méthode là que vous utilisez maintenant. C'est pour ça que quand il y a des appels directs qui arrivent, je ne décroche pas. Parce que j'estime que quelqu'un qui veut te parler, et s'il t'appelle en direct que tu ne prends pas, il peut aller sur WhatsApp. Et puis après, quand on cherche le numéro pour essayer de voir, c'est des numéros qui sont immatriculés avec les applications, on ne voit personne porter ces numéros-là. Vous voyez, donc c'est des gens, c'est un petit malin quoi. Ils pensent qu'ils vont intimider des gens et tout ça. Moi, je suis dans une autre dimension. Donc voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Merci à mes très chers amis prêtres. Ils sont nombreux pour les prières matinales, pour tout ce que vous m'envoyez, les antiennes et tout ça. Merci de prier pour moi. Merci à un grand frère qui est dans la religion traditionnelle, qui chaque jour, chaque semaine, il consulte les ancêtres pour moi. Et il fait aussi sa part. Merci au pasteur qui prie pour moi. Merci aux amis qui me portent dans les prières. Merci à tous ceux qui commandent les messes pour moi. Je vous en suis très, 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 très reconnaissant. Et je pense que c'est tout ça qui façonne une carapace autour de ma personne et qui fait que, bon, le malin, les esprits envieux, tous ceux qui essaient de nous atteindre n'arrivent pas à leur fin. Donc, je vous dis merci. Et je vous dis, moi, je prends mes congés. Et comme je l'ai dit tantôt, je laisse les documents. Ceux qui ont mon numéro, ils peuvent me joindre, je vais vous donner les documents. Mon numéro togolais est toujours le même. Et donc, ceux qui peuvent m'écrire sur le numéro togolais, je peux vous le donner aussi. Et le reste, bon, voilà. Allez, technique, merci. Les vautours se disputeront encore, les hyènes suceront mes os dévêtus. Vous ne pourrez m'enterrer à ma mort, car toutes nos terres ont été perdues. Les acquis n'arriveront pas là ici. Un chef qui n'a plus au trône qu'un rocher, et pour le royaume qu'un coin d'or de maquis. Combien de vent restera-t-il caché? Alors, s'il vous plaît, technique. Les milliards qui disparaissent au port par ce système de mafia et d'évaporation de l'argent, si ces milliards rentraient dans les caisses de l'État, je suis convaincu que le Togo aura suffisamment d'argent pour développer Lomé. Goudronner beaucoup de rues à Lomé, donner de la bourse aux étudiants, augmenter le salaire des citoyens. Je vous assure, quand vous allez regarder ces documents, vous allez vous énerver. Mais il y a quelqu'un qui est derrière qui tire profit de tout ça. Il y a quelqu'un qui est derrière, parce que ce rapport, ces audits ont été transmis à Fort depuis 5 ans. Il n'a pas bougé. Tous ces audits sont sur la table de Fort Gnassingbé. Il n'a arrêté personne. Il n'a inquiété personne. Ça veut dire que quelqu'un est derrière qui tire profit de tout ça. Quelqu'un dispose de la caisse du port autonome de Lomé, il puise l'argent dedans comme il veut, il soustrait l'argent dedans comme il veut. Ce monsieur Boko qui prend des milliards au port, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui, qui prend sa part. Tous ceux qui font ces choses-là, il y a des gens qui sont derrière eux et qui prennent leur part. Et pourtant, cet argent, même le port, même, ils ont été incapables même de faire l'assainissement du port. Et ils ont le portuaire, c'est les saletés partout. Même mettre du goudron, les rues, tout ça, ils n'ont pas été capables de le faire. Mais le voisin de l'Est, il a fait en moins de quelques années. Si vous voyez comment l'argent disparaît au port, le port est endetté aujourd'hui. Ils ont des créances dans toutes les banques. Les gouvernements, on a tout le port, alors port, on est au Gavanayo. Vous imaginez ça? Le port va faire des prêts pour donner au gouvernement. Les auditeurs ont même dit que le port n'est pas une microfinance ou une banque pour avancer de l'argent à des individus. C'est ça qui est révoltant. C'est ça qui est vraiment surréaliste dans ce qui se passe dans notre pays. Mais dans l'indifférence totale, personne ne dit rien. Personne. Personne ne dit rien. Allez. Merci.